Bienvenue sur User Story. Nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech. Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons 2 personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but, vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute! Hello Benjamin! Hello Marie! Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Tacax et Julien Willem. Bienvenue dans User Story. On est ravis de vous accueillir pour échanger autour du sujet de l'éco-conception et du numérique responsable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite routine de présentation à vous proposer. Alexandre, toi de ton côté, tu te définis comme un concepteur de produits numériques plus responsable. Concrètement, au quotidien, tu es PM et à la fois designer en freelance et tu accompagnes les entreprises dans l'optimisation de leurs produits et leurs équipes, dans l'organisation et leur évolution vers une conception plus éco-responsable. Tu es également formateur pour diverses écoles comme Maestro. Est-ce que tu pourrais te présenter et aussi quel est l'enjeu de ton métier? Et aussi, dernière question, comment te décrivent tes proches en 3-4 adjectifs? Ok, bonjour, déjà bonjour et merci de m'accueillir déjà sur ce podcast. Ouais, effectivement, moi c'est comme ça que je me décris aujourd'hui, donc concepteur de produits numériques, donc c'est assez large en termes de périmètre. Enfin moi historiquement j'ai plutôt un background produit, puisque j'ai fait une quinzaine d'années en product management dans différentes entreprises de la tech, comme Mythic, Viadeo, l'Express. Et là, ça fait 3 ans que je suis à mon compte en freelance. Et du coup, j'ai un peu multiplié mes activités. Je fais effectivement toujours du conseil en product management. Je fais aussi du product design de plus en plus. Et j'ai une 3e activité qui est autour des formations. Effectivement, j'interviens effectivement chez Maestro notamment. Et à côté de ça, ouais, j'ai développé aussi une certaine, alors je dirais pas encore expertise, parce que je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'être complètement expert en numérique responsable, mais en tout cas, j'essaie de sensibiliser le plus possible les différents acteurs de la tech sur les enjeux du numérique responsable et notamment la réduction de l'impact environnemental. Comment on me définit en général? Quelqu'un d'assez calme, posé. Ça, c'est un des premiers trucs qui sautent aux yeux en général quand on me voit, quand on discute avec moi. Je suis plutôt quelqu'un d'à l'écoute. J'aime bien écouter les gens, ce qu'ils ont à me raconter, et j'ai une certaine empathie en fait. Et plutôt quelqu'un de positif de manière générale. Et par contre, on dit souvent que je suis souvent en retard. Voilà. Donc ça m'a donné quelques problèmes avec ma femme. C'est parfois compliqué, mais voilà, effectivement, ça m'arrive d'être assez souvent en retard. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Bon, déjà, t'étais à l'heure aujourd'hui. C'est vrai. Top. Merci Alexandre. Alors, toi, de ton côté, Julien, donc actuellement, tu es analyste en performance web environnementale et formateur en éco-conception numérique chez Temesis. Tu m'as partagé avant que tu étais commercial et que finalement, tu as complètement changé de vie professionnelle avec tes aspirations et prise de conscience aussi personnelle. Si je ne me trompe pas, à la suite de ça, tu es devenu développeur full stack en autodidacte et notamment avec un angle sur le numérique responsable et l'éco-conception. Déjà, je serais assez ravie que tu nous partages peut-être ce chemin que tu as fait et puis nous décrire aussi l'enjeu principal de ton métier et comment tes proches te décrivent en 3-4 adjectifs comme Alexandre, positif ou négatif, peu importe. Ok, merci Marie pour la présentation qui reprend assez bien tous ces points. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai que tu as assez bien résumé mes casquettes. Ce que je fais actuellement, c'est effectivement d'analyse de performance web environnementale. Donc c'est un terme qu'on va pouvoir peut-être décrypter un peu plus ce soir. De la formation aussi et du développement. Donc toujours sur ce terrain de l'éco-conception de services numériques. Donc Alexandre disait à juste titre tout à l'heure que c'était difficile d'avoir une expertise numérique responsable et je le rejoins complètement là-dessus. C'est ce qu'aujourd'hui numérique responsable, ça englobe beaucoup de choses et même d'un point de vue éco-conception numérique, on a tout ce qui va être partie logicielle, tout ce qui va être partie hardware et ces choses-là sont des univers très différents et en fait on peut être spécialiste dans un domaine ou dans l'autre et pas dans les deux.
ce qui est pas du tout, une déconvenue, c'est juste que c'est des sujets qui sont très complexes et très vastes. Donc aujourd'hui, je suis exclusivement sur la partie, vraiment sur cette partie logicielle. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, je viens pas du tout de ce monde-là. À la base, je suis plutôt du monde du commerce où je suis resté pendant près de 10 ans. Et il se trouve que j'ai eu la volonté, enfin l'envie de me lancer dans l'aventure du développement web un peu par hasard en fait, hein. Par curiosité, j'ai appris en fait sur mon temps libre. J'avais pas d'autres possibilités de rentrer le midi en fait quand je travaillais en magasin. Et donc pour m'occuper, ben, je me suis mis à apprendre ça sur ces petits moments de temps libre. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, bah, tiens, est-ce que je me lancerais pas en fait pour faire du développement web? Alors l'histoire est un peu plus longue que ça, hein, mais c'est vrai que là, en pleine intro, ça fait un peu lourd. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc quelqu'un qui est parti vraiment sur la base de ses convictions, qui a fait le choix de se reconvertir et de tenter une carrière tout à fait différente. Et puis juste avec de la volonté et puis du travail, il faut quand même dire que j'ai dû quand même travailler un petit peu pour en arriver là. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pu un peu prouver mon expertise et puis apporter justement des choses utiles là où je pensais que on avait besoin d'en ajouter. Donc concrètement aujourd'hui je travaille chez Temesis, hein, on est un cabinet de conseil en transformation numérique responsable, où on parle bien sûr d'accessibilité, parce que la base de Temesis c'est de l'accessibilité, mais bien sûr maintenant aussi d'éco-conception et de respect de la vie privée. Parce que encore une fois, la partie numérique responsable ne peut pas se limiter juste à l'éco-conception numérique, vu que ça va beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder. Et histoire de juste pas garder la parole trop longtemps de ce point de vue-là, euh, mon métier en une phrase, c'est assez facile en fait à faire. Je pense que l'idée, c'est d'aider les gens en fait à faire du numérique une solution plutôt qu'un problème. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le numérique, il a de fortes répercussions, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Ça pollue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça pollue même beaucoup. Et, euh, et en fait, ça rapproche pas tout le temps les gens. On croit que faire du numérique, ça va mettre tout le monde dans le même bain, mais en fait, on crée énormément d'exclusions, où il y a de grosses problématiques de fracture numérique, qui soient liées à l'accessibilité, au fait qu'on ait plus ou moins les moyens d'acquérir des équipements, d'avoir des connexions Internet de plus ou moins bonne qualité, et ainsi de suite. Et donc le numérique aujourd'hui, ben, quand on met du numérique tout partout, en fait, on laisse beaucoup de gens aussi sur le côté. Et pour ce qui est des adjectifs qui peuvent éventuellement me définir, alors ça a été assez facile de les choisir, je dois dire, parce qu'on me les a souvent dit. Donc ils se sont plus ou moins imposés. Le premier, et c'est sans doute ce dont on m'a le plus qualifié de toute ma vie, c'est que j'étais quelqu'un de bizarre. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais c'est véritablement ce que j'ai entendu le plus. On a dû me le dire une bonne dizaine de fois, que j'étais quelqu'un de bizarre. Donc, ça va peut-être se vérifier ce soir, on va voir. Je suis aussi quelqu'un de très exigeant, que ce soit avec moi-même ou avec les autres, ce qui fait qu'il n'est pas absolument surprenant que je sois en fait aussi maniaque et perfectionniste. Ça va ensemble, je pense. Quelqu'un de très curieux, forcément. C'est ce qui me mène ici aujourd'hui, et c'est ce que franchement j'essaie d'enseigner à mes enfants, parce que je pense que la curiosité, c'est ce qui permet d'avoir de l'ouverture en fait sur le monde, de faire des choses en fait, d'aller de l'avant et pas d'être juste dans une routine et d'être complètement replié sur soi-même. Et puis donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et comme vous le remarquer très certainement, je suis quelqu'un de très loquace. Je suis souvent incapable de répondre simplement oui quand c'est ce qui est pourtant la réponse évidente. Mais je vais en faire 3 paragraphes. Donc autant en éco-conception, on essaye d'aller à l'essentiel, à faire vraiment le plus direct possible. Autant quand il s'agit de parler, ben on peut être sûr qu'avec moi on est parti pour un petit moment. Ah, c'est génial. Génial. Bah merci pour cette présentation, Julien. C'était pas bizarre, c'était très riche. Moi, j'ai pas. On verra, on te confirmera à la fin. Mais ça veut tout et rien dire, donc bon, écoute, soyons bizarres. Bah déjà, je m'excuse moi pour ma voix. Je pense que les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter l'entendront. Mais et j'espère qu'ils aimeront pas ma voix d'ailleurs, en me disant que parce que sinon je veux vraiment pas être malade tous les jours. Euh, Avant de commencer, on a déjà plein de perches qui nous ont été lancées par Julien pour le sujet, mais on voulait revenir avec vous, peut-être si vous avez une anecdote un petit peu marrante ou un peu marquante pour vous, d'une
dans la conception d'un produit ou dans le sujet aujourd'hui en matière d'éco-conception. On parle souvent de dark pattern entre designers. Mais voilà, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager aujourd'hui qui vous a marqué? Ouais. Bah, je vais me lancer. Alors moi, j'essaie de réfléchir un peu à ça dans la préparation enfin, voilà, de cette intervention, de cette discussion. Et j'ai pas forcément trouvé un truc directement en lien avec le sujet du jour, mais en creusant un petit peu dans mes souvenirs de mon expérience, je me suis dit qu'un petit truc un peu marrant, c'était en fait de raconter ma première expérience, mon premier job. Et en fait, j'ai commencé moi à travailler en tant que chef de projet dans une agence de marketing mobile, donc ça commence à dater puisque c'était en fin 2003, donc voilà, ça fait pas loin de 20 ans, enfin 19 ans même. Et en fait, mon rôle, c'était de concevoir des services SMS, puisqu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas encore de smartphone, tout ça, ça n'existait pas. On était avec nos Nokia bien pourris, noir et blanc, tout ça. On commençait à y avoir un peu de couleur quand même, mais voilà, c'était des petits, ce qu'on appelait des dumb phones à l'époque, des téléphones un peu bêtes. Et donc, voilà, je faisais des services type voilà, jeux concours, etc. Donc des trucs parfois assez sérieux avec une ambition marketing, voilà, de fidélisation, etc. Et donc en fait là où je voulais la petite anecdote, c'est que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et j'avais pour mission de faire des services SMS type, je pense que vous avez dû tous le voir, ça se fait plus trop maintenant, mais genre envoie horoscope au 7-22-22 et tu auras ton horoscope du jour. J'ai écrit des horoscopes, voilà. Et ça peut aller même beaucoup plus loin que ça. Vous avez peut-être dû voir des trucs genre envoie cœur ou envoie cocu ou 7-22-23 et tu sauras si ton mec te trompe. Voilà. Donc j'ai fait des services comme ça, donc je suis pas forcément très fier aujourd'hui avec le recul, mais voilà, donc c'est le petit truc marrant de comment j'ai commencé et finalement comment je suis arrivé dans le monde de la tech complètement par hasard parce que c'était pas trop ce que je voulais faire à l'origine. Et j'ai adoré en fait. Et le fait de travailler justement avec des téléphones, commencer à travailler avec des développeurs, avec des designers pour faire des trucs, commencer à faire des premiers sites internet. Bon là je reviens dans les trucs sérieux, mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai vraiment kiffé cette industrie du mobile, tout ce qu'on pouvait commencer à faire. Et j'y suis resté, j'ai fait beaucoup de mobile après. Alors ça s'est transformé en site internet mobile, en application mobile, j'en ai fait beaucoup. Mais voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la tech et je regrette absolument pas ce choix, même si j'ai fait des trucs un peu discutables, pas toujours très honnêtes, parce qu'on faisait quand même payer des SMS facturés au moins 50 centimes le SMS à des gamins. Bon, voilà. Mais comme quoi on peut changer et évoluer aussi, même avec un départ comme ça. T'es sorti de prison depuis au final, donc c'est Ouais, ça va, j'ai purgé ma peine, ça va, j'essaie de me rattraper. Tu sais combien de couples t'as brisé au final ou pas? Ah ça, je saurais pas trop. Non, après on essayait quand même de tourner ça en justement pas faire comprendre que c'était pas du sérieux et que voilà, c'était aussi pour s'amuser. Mais bon, j'espère que j'ai pas brisé trop de couples, effectivement. Par contre, vous savez sans doute combien de personnes l'ont utilisé. Ah ouais, pour le coup, alors c'était des petits services, enfin c'était des trucs qui étaient ce genre de service-là, c'était vraiment très très spécifique. En fait, c'était des encarts de pub qui étaient dans les magazines pour ados de l'époque, genre Salut Magazine, les trucs comme ça. Donc ouais, il y avait quand même un peu de tirage et on avait pas mal de trafic, ouais, clairement. Merci en tout cas. Une grosse anecdote bien croustillante. Ouais. Ah, je me suis exposé là. C'est du lourd. Tu veux passer après ça, quoi. C'est juste. Eh ben, bon courage, Julien. C'est juste le truc, ouais, parce qu'il faut que je fasse de même. Alors, ouais, bon, je vais avoir quelque chose de forcément beaucoup moins drôle. J'applaudis franchement Alexandre parce que c'est vraiment du vécu. C'est avec des choses comme ça qu'on se forge et c'est incroyable des histoires comme ça, quoi. Pour rester sur vraiment le terrain de l'éco-conception, alors moi j'ai un truc, mais c'est tout bête, hein, mais c'est juste que comme c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver, je me dis que ça peut valoir le coup de faire une anecdote utile, un truc qui parle peut-être à certaines personnes et qui évite des bêtises un peu grossières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de dessin vectoriel, notamment de SVG sur le web, et ce qu'on entend beaucoup dire, c'est que en fait le SVG c'est fantastique parce que c'est plus léger et que en fait il faut juste en mettre partout.
Et forcément, il y a de plus en plus de designers d'interface qui arrivent en disant bah, c'est pas grave, je vous mets du SVG et puis ça le fait, quoi, en fait. Comme si ça avait moins d'impact qu'une image. Sauf que, en fait, dans les faits, en fonction de la complexité du SVG, ben, c'est des fois juste plus lourd qu'une image, en fait. Donc, déjà là, il y a un petit rapport à remettre bien en place. Et surtout, assez récemment, en fait, on a fait l'audit RGESN. Alors, je reviendrai sur l'acronyme tout à l'heure. On a fait l'audit RGESN de la refonte du site de l'ADEME.fr. Donc, l'ADEME, c'est l'agence pour la maîtrise de l'énergie. Je crois qu'ils ont changé un peu la signification aussi de l'acronyme assez récemment. En tout cas, c'est un organisme qui fait énormément de choses d'un point de vue environnemental, pas que numérique, hein, pour le coup. Et forcément, déjà, travailler avec eux, c'est vraiment une super chance. Honnêtement, moi, je suis très très content de ça. Et en fait, en faisant l'audit de leur site, donc je suis allé creuser notamment par rapport auprès des images qu'ils utilisaient, et je me suis rendu compte que sur leur site, ils avaient un logo, donc le logo de l'ADEME, qui était un petit peu dégueulasse, quoi. Et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était donc un format SVG, donc une image au format vectoriel. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que, en ayant mis un SVG comme ça, enfin, ce soit aussi dégueulasse. En plus, c'était assez lourd et tout. Et en fait, j'ai creusé un peu le sujet. Donc, j'ai téléchargé l'image, je l'ai ouvert dans un éditeur de dessin vectoriel, hein. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, ils avaient mis une image matricielle, donc une image toute bête, hein, type PNG, qu'ils avaient encapsulée dans un SVG en se disant, ben, en fait, c'est chouette, ça va devenir du vectoriel, ça va être plus léger, ça va permettre d'être bon sur tous les supports et de pas du tout être dégueulasse, quoi. Et ça montre bien en fait les limites de l'exercice. C'est-à-dire qu'on vous dit faut mettre du vectoriel partout, c'est fantastique. Sauf que bah, y a des gens qui court-circuitent carrément le truc, et plutôt que créer du vectoriel, ils prennent des images qui existent déjà, qui sont pas du tout vectorielles, qui vont encapsuler dans un mauvais format, juste histoire de entre guillemets bénéficier de ces avantages-là, alors qu'en fait on n'y gagne rien du tout, quoi. Et donc forcément c'est moins croustillant qu'Alexandre, mais dans les faits, moi, comme j'adore ce métier d'analyse, je trouvais ça tellement énorme de se dire, mais ils sont allés mettre du matriciel là-dedans en pensant que c'était bien, quoi. En fait, il y avait aucun intérêt à faire ça parce que la compression du coup était mauvaise, leur image elle restait pas belle du tout parce que comme c'était pas prévu pour être du vectoriel, le logo était juste crade, quoi. Donc on leur a bien sûr remonté ça et ça a été changé depuis. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est cool, ça rejoint aussi pas mal de constats qu'on a fait avec dans l'épisode sur l'accessibilité. Enfin, il y avait pas mal de pratiques comme ça qui nous étaient partagées et c'est vrai que c'est toujours le risque aussi de voir des bonnes pratiques ou des choses à faire mais sans comprendre forcément la logique qu'il y a derrière. Bon, là, il y avait ni la logique ni le remplissage de l'objectif, donc vraiment à côté de la plaque, mais... On est prêt à rentrer pleinement dans le sujet. Peut-être qu'avant de justement se lancer dans l'éco-conception, ce serait bien de définir et de savoir ce que c'est. On a trouvé une définition. Alors si je vous la lis parce que je la connais pas par cœur. L'éco-conception, ça se définit comme une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et du développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit. Et pour la petite histoire, c'est la norme ISO 14006 V 2020. Alors, est-ce que vous êtes OK avec cette définition ? Tout à l'heure, Julien, tu as d'ailleurs fait une vraie différence entre le numérique responsable et l'éco-conception. Peut-être qu'on peut un peu justement creuser ce sujet et quelle définition vous mettez derrière cette notion d'éco-conception. Cette définition que tu vas donner elle est tout à fait juste, hein. Là, on est vraiment sur le scope éco-conception, ce qui peut mener à des ACV, hein, des analyses de cycle de vie. Mais c'est vrai que sur le plan exécution de logiciels, en fait, la démarche, elle s'applique un petit peu différemment. On va prendre en compte, bien sûr, les impacts environnementaux, mais on va chercher à aller plus loin, parce que l'idée, c'est de se dire que quand on crée un service numérique, et c'est là où il y a la distinction avec... en fait, l'éco-conception de services numériques, c'est vraiment une facette du numérique responsable, où on va mettre différentes choses, comme la sécurité, comme le respect de la vie privée, comme l'accessibilité, toutes ces choses-là. Et donc, forcément, quand on fait de l'éco-conception de services numériques, on peut pas se dire je vais faire un produit qui soit plus respectueux de l'environnement
mais par contre, je me moque complètement des gens qui ont des troubles d'accessibilité, ou des gens qui souffrent d'électronisme, ou des gens qui... Enfin, X raisons, quoi. Donc, c'est vrai qu'on fait de l'éco-conception toujours, mais on déborde un peu. On est obligé de déborder, parce qu'on ne peut pas juste s'engager dans une cause et puis fermer l'œil sur les autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment plus sur cette thématique numérique responsable. Donc moi j'ai une définition aussi qui est peut-être un peu plus propre à moi, hein, mais qui reprend un peu tout ce que j'ai pu, on va dire, à la fois concevoir et observer en fait, hein, dans mes différentes casquettes. C'est que pour moi un service numérique, donc éco-responsable. Après, c'est pareil, on peut aussi jouer sur les mots, la terminologie n'est pas toujours la même, hein, selon ce dont on parle, mais pour moi, un service numérique qui peut se revendiquer éco-responsable, ce qu'il doit faire avant tout, en fait, c'est permettre à ses utilisateurs d'accomplir une action donnée. Donc, il faut déjà isoler cette action, on parle d'unité fonctionnelle. Donc, il doit permettre d'accomplir cette action donnée le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de rétention d'utilisateurs pour de mauvaises raisons, typiquement. Et ça, avec des moyens proportionnés. Alors, ce que j'appelle moyens proportionnés, c'est là où justement il y a beaucoup de marge d'interprétation. C'est que quand quand on remplit un formulaire, par exemple, bah, tout ce qui est autour du formulaire va peut-être nous distraire, nous décourager à remplir le formulaire, en fait faire des choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à l'unité fonctionnelle qui serait d'être remplir le formulaire. De la même manière, techniquement, derrière, ce qui est mis en œuvre pour faire fonctionner ce formulaire, bah, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est disproportionné. Donc l'idée, c'est vraiment que les moyens qu'on emploie, qu'ils soient visibles, donc dans l'interface, ou qu'ils soient invisibles sous le capot, bah, ce soient des moyens qui soient utilisés avec conscience et qui aient vraiment un intérêt pour l'expérience utilisateur, pour l'accomplissement du parcours. Des exemples très bêtes, hein, qu'on peut donner, c'est typiquement les frameworks, par exemple, qu'on va utiliser et qui vont permettre de produire plus vite. Aujourd'hui, la problématique dans la conception logicielle, c'est là où on parle de gras numérique, et elle se situe souvent là, c'est-à-dire qu'on veut produire vite. Et donc, pour produire vite, on a des outils, on a des briques qu'on va assembler pour produire plus vite. Le problème de ces briques-là, c'est qu'en général, on utilise 10% de chaque brique. Je donne un chiffre à la marge, hein, mais 10% de chaque brique, et en fait, les 90 autres pourcents, ils ne nous servent à rien. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique, parce qu'en fait, on fait peser le confort qu'on va mettre sur le développement, c'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier ceux qui vont développer le produit pour qu'ils puissent produire plus vite, plus facilement, mais ça va forcément avoir des répercussions sur l'utilisateur. Et ça, c'est pas acceptable en fait. Donc je parle d'utilisateur parce que je parle souvent d'expérience utilisateur, mais en fait compte, c'est quelque chose qui va être pénalisant d'un point de vue environnemental, parce que si une interface est plus lourde que ce qu'elle devrait être pour faire exactement la même chose qu'elle pourrait faire en fait en étant juste moins lourde, non seulement ça va consommer plus d'énergie et plus de données et ainsi de suite, mais en plus l'utilisateur, bah, forcément il sera pénalisé dans son expérience, parce qu'il va devoir peut-être attendre plus longtemps, que le service sera plus instable, enfin ce genre de choses. Donc tout ça c'est un peu tout va ensemble en fait, hein. Donc l'idée, je le répète, du service numérique vraiment éco-responsable, c'est qu'on puisse vraiment avoir des parcours en fait qui soient les plus directs possibles, avec des moyens qui soient vraiment étudiés pour qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi sur la partie visible et sur la partie technique. Et après, on a des objectifs. Et c'est là où on rentre vraiment dans tout ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est qu'on a vraiment des objectifs qui sont assez forts, qui sont aussi ambitieux, hein, là il faut le reconnaître. Et c'est vrai que quand on parle d'éco-conception de services numériques, on entend souvent parler de la réduction des données et de la consommation énergétique, et on s'entend aussi souvent dire que c'est pas grand-chose dans la balance, parce que ce qui pollue dans le numérique aujourd'hui, c'est la production des équipements, et plus spécifiquement la production des terminaux utilisateurs, parce que tout simplement ces terminaux-là sont très très nombreux. On est sur de l'équipement individuel, hein, on a tous notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur, alors qu'en face, les data centers, par exemple, bah, ce sont des usages qui sont très mutualisés, et ces équipements, donc les nôtres, on les renouvelle aussi très souvent. Un smartphone en France, c'est 23 mois. Tous les 23 mois, on change de smartphone. Alors qu'un data center, il va durer très très longtemps, il va avoir plus facilement une seconde vie, et ainsi de suite. Donc, c'est normal qu'on entende quelque part dire que ces impacts-là sont plus importants sur la fabrication des équipements. Mais nous, ce qu'on peut faire en éco-conception, donc, c'est les choses suivantes. Donc,
l'objectif numéro un, c'est bien sûr de réduire cette consommation en données en énergie quand on utilise le service numérique, mais on se dit aussi que si ces services-là sont moins consommateurs, ils vont pouvoir fonctionner sur des équipements plus anciens. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comment on peut faire fonctionner nos services numériques sur des équipements plus anciens. Eh ben, c'est tout bête, mais en fait, ces équipements-là, ben, on peut les utiliser plus longtemps. Et on évite de les pousser vers la sortie trop rapidement, que ce soit avec des phénomènes d'obsolescence et ainsi de suite. Et on a un troisième objectif qui rejoint ce que je disais avant par rapport au scope plus large du numérique responsable, c'est de vraiment combattre tout ce qui est fracture sociétale liée à nos dépendances numériques. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai peut-être la possibilité d'acheter un nouveau smartphone pour utiliser un service numérique à la mode, mais ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Il est anormal que des services bancaires, par exemple, qui sont des services du quotidien ou des services d'État, ne soient pas tous logés à la même enseigne et que par exemple, je donne des noms tout à fait au hasard, mais un client LCL consomme plus de données pour faire une même action qu'un client Crédit Mutuel ou qu'un client Paribas, quoi. Et le fait est que tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne et que tous n'ont pas la même capacité à acheter des nouveaux équipements qui soient assez performants pour faire fonctionner ces applications-là. Pardon. Donc il peut y avoir des fractures qui soient liées, donc j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'accessibilité, l'électronisme, on n'a pas tous les mêmes capacités psychologiques, enfin psychiques et moteurs, mais voilà, on n'est pas tous non plus dans la même zone géographique. Moi par exemple je suis en campagne, donc je ne bénéficie pas d'une connexion avec la fibre, je peux être plus limité aussi, et tout ça ce sont des facteurs d'exclusion. Et donc plus on fait de numérique, et plus on fait de numérique élitiste, où il faut qu'on ait à la fois une bonne connexion, un bon équipement et qu'on soit en pleine capacité psychique et moteur d'utiliser le service numérique, forcément, on laisse beaucoup de gens sur le carreau. Je suis complètement aligné avec ça. C'est vrai que moi, je parle souvent aussi pour compléter peut-être, mais c'est exactement la même notion, mais moi, je parle très souvent j'aime bien la notion de frugalité et d'efficience. Le terme d'efficience me parle beaucoup, quand j'ai découvert un peu tous ces sujets-là. J'ai trouvé que l'efficience était un bon mot, puisque en gros l'idée de l'efficience, c'est se dire pour répondre à un même besoin utilisateur, on va essayer de trouver la solution, ou en tout cas voilà, le service numérique qui soit le plus sobre, le plus minimaliste possible, mais qui réponde quand même effectivement aux besoins initial qu'on avait identifié. Et souvent, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que quand on travaille dans la tech et dans des startups, des scale-ups, c'est vrai qu'on aime bien faire plein de choses, faire des choses super jolies, super waouh, etc. Mais parfois, en fait, justement, c'est exactement ce que tu disais, c'est que ça peut perturber en fait le parcours de l'utilisateur, ça peut le compliquer pour pas grand-chose. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la tech, on a un peu cette maladie, ou en tout cas ce principe de se dire il faut absolument qu'on rajoute des choses. Quand il y a quelque chose qui marche pas bien, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue expérience utilisateur, on va toujours essayer de chercher des choses à rajouter à notre produit. Et on se pose beaucoup plus rarement la question de qu'est-ce qu'on peut enlever. Et sans même parler d'impact environnemental, déjà là, je pense qu'il y a énormément de choses à gagner à essayer de garder cette simplicité, ce minimalisme, c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel qui fait le job et qui, du coup, je pense aussi améliore l'expérience utilisateur au global. Et en plus de ça, on rajoute cette notion de plus on va être frugal, ça veut dire moins on va vouloir en faire, et on va vraiment, encore une fois, se concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'impact. Et plus forcément on aura des gains en termes d'accessibilité aussi, puisque le service sera se chargera plus rapidement, quel que soit le réseau. Il suffit, et ça, il n'y a pas besoin d'aller dans la Creuse pour avoir des problèmes, il suffit d'aller dans le métro. N'importe quel service un peu trop lourd, on ne pourra pas l'utiliser. Donc c'est aussi se dire que, au-delà de l'impact environnemental et au-delà d'essayer d'avoir des services qui soient les plus légers possibles pour essayer de reporter au max le fait de demander aux utilisateurs d'upgrader leur device pour passer sur un modèle beaucoup plus performant, beaucoup plus récent, c'est aussi une question au quotidien, on va pouvoir l'utiliser, accéder beaucoup plus facilement et simplement à nos services, et donc bénéficier de toute la valeur ajoutée que peut apporter le digital. Voilà, mais sinon, ouais, complètement aligné avec tout ce que tu as dit, pas grand-chose d'autre à rajouter à tout ça. Mais t'as ajouté des trucs pourtant, et c'est là où c'est intéressant, et je suis obligé de prendre la balle au bon, parce que t'as lâché un mot, t'as lâché le mot frugalité. Et ce mot-là, je pense qu'il est important qu'on en discute, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui
qui ont peur de ce mot-là, comme ils peuvent avoir peur du terme sobriété, tu vois. Ouais, Et et encore, ça c'est pas mal. On a entre guillemets, depuis cet été-là, enfin, et notamment depuis la rentrée, on entend ce mot tous les jours. J'ai l'impression que ça a vraiment changé. Alors, pour le coup, ça a peut-être aussi propulsé ça sur le devant de la scène, donc c'est d'autant plus facile pour nous qui sommes ambassadeurs de tout ça, de pouvoir en parler. Mais ouais, effectivement. tu vois, en fait, ce terme, il fait peur, en fait, je trouve, aux entreprises, parce que elles sont déjà assez frileuses à s'engager dans une démarche qu'elles pensent contraignante, donc sous-entendu la démarche d'éco-conception. Mais en fait, forcément, avec les termes frugalité sont encore plus ont des connotations vraiment négatives à leurs yeux, alors que c'est pas du tout ça. Mais l'idée aussi, c'est de dire que, en tout cas, c'est ma vision, c'est tel que je vous la partage, c'est que la frugalité, c'est un moyen, mais par contre, ça ne doit pas être une fin. Quand on fait de l'éco-conception de services numériques, alors je précise toujours de services numériques, hein, parce qu'on pourrait faire de l'éco-conception de terminaux numériques, hein, mais c'est pas du tout notre sujet. Quand on fait ça, en fait, on peut être contre-productif quand on va vers de l'ultra-frugalité. Je m'explique. C'est un exemple que je prends souvent en formation, par exemple. Si je compare une page de résultats de chez Google à une page de résultats de Netflix, donc vous savez tous, j'imagine, ce qu'est Google et Netflix. Je présume peut-être, mais bon, on va marcher, on va y croire. Vous connaissez Google et vous connaissez Netflix. L'idée, c'est que d'une part, on a un moteur de recherche qui peut se permettre de présenter des résultats sous forme de liens, donc sous forme de texte, et en face, on a un prestataire qui fait de la vente de vidéos à distance, de vidéos à la demande, et qui, lui, pour le coup, doit être plus visuel nécessairement pour être utile, en fait, quelque part. Parce que on sait qu'un film se choisit euh, sur une image, en fait, sur quelque chose, et pas juste sur son titre. Alors, ça peut être le cas, hein. Il y a des gens qui sont fous et qui choisissent un film sur leur titre. Il y en a même qui lisent la description sur la jaquette, pour ceux qui ont encore des DVD ou connu les DVD. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en fonction des intentions, des objectifs des services numériques, ben, les moyens qu'on va apporter ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, si on passait ça dans une moulinette, on ne pourrait pas dire ben, Google est éco-conçu ou éco-responsable selon les termes qu'on apprécie, et Netflix l'est ou ne l'est pas. C'est juste qu'il y en a un qui peut se permettre d'utiliser que du texte, parce que c'est ce qu'on attend de lui et que ça fait très bien le job, et un autre où on a peut-être besoin bah, justement de les mettre, ces images-là. Et en fait, on n'est pas du tout frugal quand on met des images, ou même quand on met du texte, en fait. Hein. C'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre... Parce que je sais que ce terme peut être souvent mal perçu, et pour moi, il est clair que un site web qui est plus responsable et qui est plus respectueux de ses utilisateurs et de la planète, c'est pas forcément du texte noir sur un fond blanc. C'est juste quelque chose qui est plus étudié, justement, qui va avoir, ce que je disais tout à l'heure, des moyens proportionnés. Et des fois, ça passe par la frugalité, mais en tout cas, c'est pas une fin en soi. Donc ça peut être, voilà. Ouais. Ouais, clairement, enfin, pour rebondir rapidement aussi là-dessus, c'est vrai que c'est un peu cette image, quand je commence à parler de ça à quelqu'un qui n'est pas trop dedans, en tout cas, c'est un peu la perception ou la perception qu'il peut avoir au départ. C'est ça, ça veut dire mais on va retourner sur la manière dont on faisait des sites dans les années 90, etc. Non, pas du tout, c'est pas l'idée. On est encore une fois dans cette logique de répondre à un besoin utilisateur avec certains standards. Aujourd'hui, un utilisateur qui arrive sur un site des années 90, il va trouver ça pourri, il va se barrer. Donc, on va pas répondre à son besoin. Donc, il faut essayer, c'est toujours trouver le bon compromis pour, encore une fois, apporter quelque chose d'utile et qui satisfasse les besoins de ses utilisateurs. Ah, mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une image à déconstruire de ce qu'est en fait la conception responsable. Et je peux donner un autre exemple tout aussi trivial, hein, la vidéo par exemple. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 80% de notre bande passante. C'est un vrai problème, hein. Honnêtement, la vidéo sur Internet, enfin, c'est vraiment un problème. Et quand on fait de l'éco-conception, l'idée, c'est pas d'interdire la vidéo. Si la vidéo, elle est pertinente, qu'elle a une vraie valeur ajoutée pour un service numérique, bah, en fait, on peut l'autoriser, on peut la mettre, il n'y a aucun problème. Nous, ce qui va faire la distinction, c'est déjà bien sûr de s'assurer qu'elle soit utile, là où elle est, et ensuite de l'amener de la meilleure manière possible. Et il y a un truc hyper important, c'est de conditionner en fait l'expérience de l'utilisateur. Plutôt que de dire mon utilisateur arrive, ben, je vais lui mettre
la vidéo, le texte, le son, les feux d'artifice et tout ça, bah peut-être qu'il y a un moyen plus intelligent de faire pour faire que j'active la vidéo quand il va cliquer dessus. Donc on a vraiment une intention de l'utilisateur d'aller plus loin plutôt que d'aller charger ça par défaut. Et c'est là où se fait vraiment toute la distinction, c'est qu'il y a une réflexion déjà de par l'usage, la pertinence du média, mais il y a aussi une vraie qualité aussi technique derrière, de dire on va pas venir bêtement intégrer un player YouTube qui va être complètement désastreux d'un point de vue performance d'ailleurs. On va faire ça plus intelligemment en fait. C'est vraiment un mix des deux, c'est de se questionner et puis ensuite d'un point de vue technique être vraiment dans l'excellence quoi. Mm. Pour compléter, en ce moment, je traîne pas mal sur Twitch. Et j'ai remarqué que quand tu changes d'onglet et que tu reviens sur l'onglet de Twitch, en fait, la vidéo est passée en 360p, enfin dans une qualité assez médiocre, on va dire. Et après, elle se recharge automatiquement dans une qualité plus correcte et regardable. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu cet aspect-là, quoi. Si je suis pas, par exemple, sur l'onglet et que je l'ai laissé ouvert, alors que j'en ai peut-être pas besoin, mais en tout cas, ils vont diminuer le flux pour éviter de consommer trop de vidéos, quoi, trop de qualité, entre guillemets. Ça paraît être une approche vraiment intéressante. Après, c'est vrai que sur ce genre de choses qu'on pourrait opposer alors c'est pas tout à fait la même catégorie, mais à du YouTube, il y a énormément de gens qui écoutent de la musique sur YouTube. On pourrait se dire que YouTube serait peut-être bien, par exemple, de proposer juste les pistes sonores, en fait, des vidéos, plutôt que de juste proposer des vidéos. Après, c'est pas leur marché, hein, mais c'est vrai qu'on dans les usages, on voit que c'est entré dans les mœurs d'écouter de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de choses sur Twitch. Non, ça va peut-être pas non plus encore assez loin, parce qu'on promeut toujours la vidéo. Moi, ce qui m'embête avec Twitch, c'est que, en fait, on fait énormément de choses maintenant en vidéo qu'on n'avait pas forcément de nécessité de faire en vidéo. Il y a énormément de podcasts aujourd'hui qui initialement étaient de l'audio et qui ont basculé vers de l'audio, mais sans revoir leur formule, qui sont tout à fait, qui font exactement la même chose, sauf que on voit les personnes en train d'enregistrer le podcast audio. Et on se demande, mais quel intérêt en fait, si ce n'est consommer plus de bande passante quoi. Mais c'est intéressant en tout cas d'entendre ce genre d'expérience là que met Twitch en. J'avoue, je reconnais pas être forcément utilisateur de la plateforme. Ouais, c'est intéressant, j'avais pas vu ce truc-là, effectivement, Benjamin. Ça rejoint d'ailleurs beaucoup de pratiques. Enfin, moi, je vois une synergie assez forte avec l'UX, on en a parlé, mais avec des méthodes produits aussi. Keep it simple, c'est un truc qu'on entend de plus en plus dans le produit en tant que tel quand on conçoit des produits. Et l'idée d'afficher le bon contenu et le bon message au bon moment, de la bonne manière, et que ce soit finalement pertinent dans son ensemble, ça résume un petit peu ce que vous disiez à la fin. Et je trouve ça super intéressant de simplifier cette notion-là aussi, parce que c'est vrai que l'éco-conception, le numérique responsable, l'accessibilité, on en parlait avec Anaïs et Julie, c'est des mots qui font peur aujourd'hui aux entreprises, parce que ça paraît, au-delà du fait de régresser vers un produit qui serait moins attirant pour les utilisateurs, ça implique tout de suite des coûts, de refondre beaucoup, l'idée d'un chantier d'une ampleur pas possible, l'idée de mettre beaucoup de moyens financiers derrière ça, pour finalement un impact qui n'est pas forcément mesuré d'un point de vue business, qui l'est au niveau de l'impact environnemental, social, etc. Mais du coup, ça rentre en contradiction aussi avec la logique d'entreprise. Donc, comment le marché réagit? Comment vous le voyez aussi évoluer par rapport à ça, par rapport aux termes qui deviennent peut-être de plus en plus communs? On l'entend de plus en plus, en tout cas sur les réseaux, dans la tech, hein, encore une fois. Comment vous voyez le marché évoluer là-dessus? Ouais, alors effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui commence vraiment, enfin, en termes de sensibilisation, on a vraiment beaucoup progressé sur ces dernières années. Enfin, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et c'est vrai qu'au tout début, moi, quand j'en parlais autour de moi, dans les équipes tech, dans les équipes produits, etc., alors là, c'était pas du tout un sujet, c'était pas du tout identifié et on comprenait pas vraiment de quoi on parlait.
Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. J'ai vraiment vu une très forte progression, notamment, on va dire depuis l'année dernière, ça a vraiment pas mal progressé là-dessus. Mais on reste encore beaucoup sur, ok, je comprends, je vois à peu près ce qu'il faut faire, je vois les enjeux, etc. Et je comprends que ça puisse avoir un impact environnemental positif, etc. Mais par contre, j'ai encore du mal à me lancer, j'ai encore du mal à agir, j'ai encore du mal à intégrer ça dans mon quotidien, dans mes process, et j'ai du mal à le justifier. Et très souvent, en fait, quand ça vient de ça dépend ça dépend comment c'est porté aussi en entreprise. Il y a des entreprises qui veulent agir, et ça vient de la direction, du management, du top management. Donc dans ces cas-là, ça découle beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement vers les équipes, et ça peut avancer beaucoup plus rapidement. Par contre, quand ça vient directement plutôt des équipes tech, que ce soit enfin produits ou des développeurs ou des designers, ça dépend. Bah là, c'est un peu plus d'inertie parce qu'il faut embarquer du monde, il faut convaincre en interne que ça a un réel intérêt. Et aujourd'hui, assez cyniquement, on va dire, voilà, on ne faut pas non plus se voiler la face. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est quand même très très qui tourne beaucoup autour de la volonté de croissance, la volonté, voilà, en gros, des boîtes qui sont très entre guillemets capitalistes, ou qui tournent beaucoup pour le faire augmenter leur business et qui sont là pour générer de l'argent. C'est vrai qu'il faut réussir à trouver les bons arguments quand ça vient pas vraiment, encore une fois, quand c'est pas des valeurs qui sont inhérentes à la boîte directement, ou inhérentes aux valeurs en interne, ou même portées par la direction. Du coup, voilà, on a beaucoup plus de freins. Il faut essayer justement de trouver une autre manière d'apporter le sujet, en disant que ok, ça a des impacts positifs, ou en tout cas on réduit les impacts négatifs pour l'environnement, pour les utilisateurs, pour les individus. Et aussi, ça a d'autres avantages qui peuvent être des avantages business, des avantages de réduction de coûts. Moi, je vois pas mal de grosses boîtes qui finalement intègrent la notion d'éco-conception et le relient à ce qu'on appelle les FinOps, donc c'est-à-dire réduire, optimiser ses coûts d'hébergement sur le cloud, parce que quand on est chez AWS, chez Google Cloud, etc., ça peut être, les tarifs, les frais peuvent exploser. Donc faire de l'éco-conception, optimiser ses services, optimiser son back-end, avoir un service plus light, plus performant, etc., ça participe à réduire les coûts de ce côté-là. Un autre argument, ça peut être aussi, normalement, si on fait bien son travail, qu'on a un service plus éco-conçu, ou en tout cas plus simple, plus sobre, plus performant, ça va améliorer l'expérience utilisateur. Ça va aussi améliorer, si on a des meilleures performances, ça va améliorer le SEO. Et donc ça, mécaniquement, ça a des gains aussi en termes de trafic, et en termes, à terme, normalement, de business. Donc il faut toujours, même si c'est pas l'enjeu, c'est peut-être pas l'objectif principal, mais il faut essayer aussi de travailler sur les arguments, et travailler sur la manière dont on apporte ça, dont on approche ça en entreprise, en équipe et en entreprise, pour essayer de porter vraiment cette démarche le plus loin possible, et y trouver des arguments business. Et je discutais il n'y a pas très longtemps avec d'autres personnes qui essaient de faire bouger les choses en interne. Ils essayent justement de monétiser un peu ça. Alors, c'est plus sur l'angle de la performance, encore une fois, c'est quand même très orienté, et ça touche beaucoup au trafic, ça touche beaucoup à pas mal de choses comme ça, assez précises, mais ils essaient de monétiser ça, en tout cas de donner une valeur aux gains qu'on pourrait faire d'un point de vue performance, d'un point de vue impact environnemental, encore une fois, pour justifier les investissements en interne que ça peut représenter, parce que, et après, il y a plein de manières de faire, et on y reviendra, je pense, un peu plus tard, mais d'ailleurs, faire de l'éco-conception, ça ne veut pas non plus forcément dire faire un investissement de malade. Tout dépend de la manière dont on l'intègre. Moi, ce que j'essaie de porter comme vision aussi, c'est au maximum d'essayer de l'intégrer dans le quotidien des équipes. Qu'on soit product manager, qu'on soit designer, qu'on soit développeur, il y a des petits réflexes, des petites choses qu'on peut rajouter dans nos process existants, qui ne demandent pas énormément de temps, c'est parfois juste de la réflexion supplémentaire, des questions supplémentaires à se poser en amont, ou au début d'un projet, d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau truc sur lequel on veut bosser, et qui peuvent parfois cadrer et s'intégrer assez naturellement finalement dans les process des équipes. En tout cas, moi, c'est vraiment cette approche que j'essaie d'avoir et que j'essaie de travailler, parce qu'aujourd'hui, il
Il y a pas encore, au-delà de voilà, discuter des bonnes pratiques, et ça aussi, c'est important de les connaître. Et il y a plein de choses qui sont déjà très bien référencées, très bien documentées. Il y a plein de ressources là-dessus. Et c'est comment on fait. Comment on fait concrètement, comment on avance en équipe, et comment on arrive à porter le sujet et à influencer en interne pour que ce sujet-là ne soit justement plus perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Et ça peut vraiment créer des opportunités, je pense. C'est c'est vraiment intéressant de t'écouter, Alexandre, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est, on est censé être complémentaires, mais en fait, on est presque des copies conformes, en fait, tellement je pense comme toi. Donc, c'est plutôt bien. On va pas être dissonant. Non, c'est chouette parce que tu as donné vraiment beaucoup d'arguments. Et ces arguments-là, aujourd'hui, ils ont besoin d'être entendus. On a besoin de les faire entendre, de les propager. Parce que oui, il y a un intérêt véritable, et même plusieurs, en fait, à faire de l'éco-conception. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Honnêtement, j'ai aucun problème à parler business parce qu'on sait que les gens qu'on a en face de nous sont parfois des décideurs et que ces gens-là ben, ont leur propre langage et peut-être qu'ils s'intéressent plus ou moins modérément à ce qui peut se passer d'un point de vue environnemental, mais c'est peut-être pas leur ambition première et donc il est important de pouvoir trouver justement ben, un terrain d'entente où on peut malgré tout réussir à les toucher. Donc idéalement, bien sûr, si l'impulsion vient quand même de conviction, c'est quand même beaucoup mieux. Mais après, moi, il y a pas mal d'arguments que j'arrive à opposer assez facilement. Donc, tu parlais d'expérience utilisateur, déjà. C'est clair que ça fait partie d'un des nombreux nerfs de la guerre, c'est l'expérience utilisateur. Une expérience utilisateur qui est pourrie parce que le service est trop lent à charger, qu'il est trop complexe, que les contenus qui sont vraiment intéressants sont noyés dans des contenus qui sont complètement pourris, bah, en fait, l'utilisateur, il y trouve pas son compte, et un utilisateur qui trouve pas son compte, bah, c'est un utilisateur qu'on ne fidélise pas, qui ne devient pas client, qui ne consomme pas. Alors ça peut paraître un peu surprenant d'entendre des termes pareils alors qu'on parle quand même d'éco-conception, hein, mais l'idée c'est quand même d'avoir le langage de la personne qu'on a en face de nous. Et donc forcément, quand on a une expérience utilisateur qui va aller vers, qui va être portée par de la simplification, qu'elle soit fonctionnelle derrière sous le capot ou qu'elle soit visuelle, structurelle dans la façon dont on amène les choses, ben en fait, si l'utilisateur, on l'amène plus facilement là où il est censé aller, on a beaucoup plus de chances de le convertir. Donc ça, c'est déjà des arguments qui matchent beaucoup parce qu'en fait, on se dit que bah, il y a peut-être une façon de faire différente, mais qui va apporter beaucoup à tout le monde. Tu parlais d'hébergement, donc ça c'est très pertinent, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut aussi leur dire à ces décideurs ou ces décideuses, c'est que oui, un hébergement, ben, quand il doit servir 1000 pages, exemple très trivial, hein, quand on doit servir 1000 pages d'un site qui fait 10 mégaoctets la page, admettons, il sera plus facilement en carafe que s'il doit charger 1000 pages qui font 1 mégaoctet. Pour un service équivalent, c'est plutôt dommage, quoi. Donc, ce qui se passe quand un service est down parce qu'il a un pic de trafic, ben, qu'est-ce qui se passe en fait dans la précipitation? Imaginez, vous avez une campagne de pub, et puis là, vous avez un gros pic de trafic et ça tombe complètement. Le premier réflexe, ça va pas être de dire, bon, on va éco-concevoir dès ce soir, les gars. Bon, déjà, ce sera un peu tard, mais il y a peut-être des choses quand même à faire, mais ce sera forcément trop tard pour la démarche. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gens vont souscrire à des hébergements plus puissants, vont prendre de la puissance, en fait, des bras derrière, parce que c'est tout ce qu'ils pourront faire. Et ça, bah, ça a un coût. De la même manière, si on a énormément de dépendance, ben, on se rend aussi beaucoup vulnérable, moins résilient. Et tout ça, c'est des choses aussi qui sont à la fois plus dures à maintenir et qui peuvent coûter très très cher. Aujourd'hui, typiquement, quand on regarde un peu l'écosystème Node.js, qui fonctionne parce que c'est très très bas niveau, en fait, et quand on veut faire la moindre chose, à moins d'avoir envie de le coder soi-même, on va tout de suite aller prendre un module, sauf que chaque module a ses propres dépendances et ça peut vite être très profond, en fait, très imbriqué. Et on se rend bien compte que s'il y a une dépendance qui pète, c'est arrivé récemment, il y a un codeur qui en avait marre en fait de travailler bénévolement pour des entreprises qui profitaient de son travail sans contrepartie, qui a juste fait le choix de montrer son mécontentement en pourrissant son code. Et en fait, il a fait tomber plein de services parce que c'était un truc tout bête, mais c'était une dépendance parmi d'autres dépendances dans un tas de projets, et forcément, ça fait mal, quoi. Donc quand on commence
ou plutôt quand on oublie de penser simplification et qu'on va vers la facilité, je parlais du confort de développement tout à l'heure, et qu'on se rend dépendant de toutes ces choses-là. Le terme dépendant, c'est quand même un terme à une connotation péjorative, hein. On ne dit pas avec fierté qu'on est dépendant de quelque chose, hein. Et ben forcément, on se rend plus vulnérable et ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact et ça peut occasionner des dépenses en fait, hein, qui sont forcément imprévues. Donc ça, c'est déjà des arguments qu'on va pouvoir opposer et qui sont vraiment importants. Tu parlais, Alexandre, aussi de SEO, d'accessibilité. C'est pareil, la découvrabilité d'un produit. Alors, j'encourage tout le monde à s'orienter vers HopeQuest. Je ne sais pas si Marie, Benjamin, Alexandre, vous connaissez, qui est né chez Temesis, hein, d'ailleurs, à la base, qui est une certification pour la qualité web, où on parle notamment d'expérience utilisateur, avec un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet vraiment de se rendre compte que l'expérience utilisateur commence bien avant qu'on utilise vraiment le produit, hein, comment on va découvrir le produit, et va se prolonger même au-delà dans comment le service client va gérer, va traiter votre commande et ainsi de suite. Et donc la découvrabilité, elle passe forcément par le référencement, et aujourd'hui, on sait que à qualité égale, à proposition de valeur égale, des services numériques qui sont peut-être plus performants pour le coup, seront favorisés par certains moteurs de recherche, pour ne citer que Google, qui est plutôt majoritaire sur le terrain. Et donc, ça peut avoir aussi à la fois des impacts, et forcément, ça peut être un argument qu'on va facilement faire entendre en face, quoi. Et puis, il y a ce dernier argument, mais qui devrait être le premier, hein, bien sûr, quand on parle d'éco-conception quand même, c'est de toucher le public. Donc déjà, sur plusieurs aspects. La première chose, c'est en face, on a des gens qui sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, les utilisateurs, s'ils ont la possibilité de choisir un prestataire qui est engagé pour l'environnement, il fera plus facilement ce choix que l'inverse en fait. Si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, en fait, je vais le reprendre dans l'autre sens pour mieux le reformuler, un utilisateur ne va pas choisir un service numérique parce qu'il est polluant. Mais par contre, il va pouvoir en choisir un éventuellement, il va pouvoir le garder dans la course parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et donc, c'est des choses qui vont peut-être qui vont devenir obligatoires tôt ou tard, mais ce serait dommage quand même d'être laissé sur le carreau déjà dans la course à la compétitivité, en fait, tout simplement, parce que les gens attendent aujourd'hui qu'on soit exemplaire, qu'on fasse des efforts. Et c'est pas encore forcément le cas. Et pour finir sur le retour sur investissement, parce que je sais que je l'ai oublié dans la boucle, ça rejoint encore une fois l'accessibilité, la simplification. Si votre interface, elle est légère, si on peut l'utiliser avec un très vieil équipement, dans des conditions réseau pourries, et que c'est hyper simple à fonctionner, et que franchement, ça marche du tonnerre, faut bien vous dire que plus on fait rentrer de gens en haut dans l'entonnoir, en bas, plus on peut avoir de convertis. Alors que, encore une fois, si en haut on est trop élitiste, on fait rentrer moins de gens dans l'auto-noir, et en bas, forcément, on aura moins de gens qui pourront consommer notre service. Trop bien, super complet, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples tous les deux d'impact, peut-être que vous avez pu, soit avec les entreprises que vous avez connues, que vous avez accompagnées, vous avez eu des résultats, j'imagine aussi dans l'éco-conception ou dans la conception responsable. Donc on peut partager sur différents sujets, hein, que ce soit des impacts environnementaux ou autres. Et ou des exemples un peu marquants, peut-être sur l'impact que ça peut avoir, juste pour mesurer un petit peu qu'est-ce que peut attendre potentiellement une entreprise avec cette démarche-là. Moi, dans mon activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup plus d'actions de sensibilisation et de former de manière générale à cette approche. Donc c'est vrai que j'ai pas encore forcément des choses, des résultats extrêmement concrets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place et qui n'ont pas encore vraiment porté leurs fruits. Mais par contre, je pourrais partager peut-être quelque chose que j'ai discuté avec une des responsables, enfin une directrice produit de chez Mythic. Alors j'en ai pas parlé, j'espère qu'elle ne dira rien. Enfin, elle en a déjà parlé de toute façon publiquement, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Mais on en a encore parlé il n'y a pas longtemps à une table ronde justement que j'animais il n'y a pas très longtemps. Et elle nous donnait l'exemple en fait justement que, alors pour le coup, on en reparlera peut-être après, mais chez Mythic, ils sont assez avancés sur le sujet et ils communiquent très peu dessus encore aujourd'hui. C'est vraiment une démarche qu'ils ont en interne
qui est pour le coup porté par la direction, par le CEO, sur la réduction globale de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc c'est pas juste sur la tech, donc forcément, étant donné que c'est une entreprise, un pure player de la tech, ça descend très vite, et c'est descendu très vite à la tech, mais il y a une ambition assez globale là-dessus, ça fait vraiment partir de leurs objectifs stratégiques, de leur OKR, pour parler le terme, enfin voilà, de leurs objectifs vraiment, voilà, qui doivent descendre et qui doivent être traités par toutes les équipes de chez Mythic. Et donc, elle me donnait un exemple à un moment, ils ont travaillé sur une des premières actions qu'ils ont faites sur le sujet. Ils ont commencé à travailler sur l'optimisation des images sur le site web de Mythic, donc toutes les photos des membres de Mythic, donc plus ou moins jolies, etc. Plus toutes les photos qui sont postées dans les discussions, donc il y a énormément de volume. Ça représente un poids énorme, même en termes de stockage, sur des data centers, etc. Et ils ont fait tout un travail, ils ont regardé un petit peu ce que ça donnait. Alors, j'ai plus tous les détails exacts, mais en gros, ce que j'avais retenu, c'est qu'ils avaient gagné, ils avaient fait 1200% de gains en termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne saurais pas vous dire quels calculs ils ont pris, etc., mais ils ont mis en place pas mal d'outils pour monitorer tout ça. Et en même temps, forcément, alors au-delà de cet impact-là, ça a eu un impact financier sur leur hébergement, donc sur toute leur interface et toute leur infrastructure cloud. Et en même temps, ça a eu un impact en termes de performance, puisque les images se chargeaient beaucoup plus rapidement. Et donc, le service était plus performant, plus rapide. Donc, il y a eu cette sorte de triple win là, sur à la fois la réduction de l'impact environnemental, la réduction de l'impact des frais et des frais d'architecture et d'infrastructure, chaque fois je mélange, et l'impact en performance et en gain en rapidité et donc en expérience utilisateur au final. Donc ça me paraît être un très bel exemple de ce qu'on peut faire entre guillemets relativement simplement, puisqu'il s'agissait juste, alors c'est un gros boulot parce qu'il y a beaucoup de volume, mais il s'agissait juste de regarder un petit peu ce qui se fait sur les images, qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de compression, etc. Il y a des choses qui peuvent se faire sans trop de peine. Voilà. Super intéressant. Je suis un peu comme Alexandre, j'ai pas non plus beaucoup d'éléments tangibles en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui le numérique, estimer ses impacts, ça reste assez nébuleux, surtout sur la partie logicielle, parce que en fin de compte, quand on fait fonctionner un service numérique et qui utilise en plus, qui sollicite Internet, on va solliciter différents équipements. Et en fait, on ne gère pas du tout ces équipements-là. Donc, d'une part, c'est ce qu'on appelle les 3 tiers du numérique. Hein. On a nos équipements à nous, les terminaux clients. On va avoir les équipements réseau qui vont faire le lien avec le 3e tiers, qui pour le coup sera les data centers. Et en fait, c'est très difficile d'estimer les impacts d'un service parce que pour le faire complètement, en toute transparence et vraiment savoir tout sur tout, il faudrait qu'on puisse faire une analyse de cycle de vie sur notre équipement à nous, sur les infrastructures réseau qu'on sollicite, sur l'hébergement qu'on sollicite, plus le service numérique, plus plein d'autres choses. Et en fait, on se rend compte que ça devient très très compliqué. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur déjà de l'estimatif. Ce qu'on ressort le plus comme critère, d'ailleurs, on est très souvent monocritère, c'est l'impact estimé en équivalent CO2. Donc typiquement, ce que disait Alexandre, c'est que Mythic semblait avoir choisi un outil. Ces outils sont souvent perfectibles, mais ont le mérite d'exister. Et l'idée, c'est dans tous les cas de choisir un outil et en fait de garder le même. Et comme ça, d'avoir une constance dans sa mesure, en fait, parce qu'on sait d'où on vient et après, on peut estimer si on régresse ou si on progresse. Maintenant, on ne sait pas si c'est tout à fait du concret. Mais l'idée, c'est de se dire que si on fait moins alors qu'on a gardé la même valeur de parcours, la même proposition de valeur, mais tout en utilisant moins de ressources, on imagine en tout cas que c'est quand même mieux, quoi. On imagine que c'est quand même mieux. Donc après, il y a des exemples plus concrets qui se vérifient dans ce que je donnais comme argument tout à l'heure. Moi, un truc typique que j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé à faire du développement web pour des clients, c'est des questions que j'ai encore aujourd'hui. On me dit, mais combien ça coûte la maintenance ? Parce que les gens sont tellement habitués à avoir à WordPress en fait par défaut ce genre de choses que en fait ils s'estiment que derrière il y aura nécessairement de la maintenance. Et moi je leur dis en fait il y en a pas, il y a juste rien à faire quoi. Et j'ai livré des services il y a 3 ans de ça et ils fonctionnent. Et j'ai jamais revenu dessus, il n'y a jamais eu une faille, il n'y a jamais rien eu. Donc déjà là c'est un argument qui se vérifie, c'est qu'en faisant juste simple, en étant
sans dépendance, on montre bien qu'on peut concevoir des choses qui juste fonctionnent dans la durée et qui n'ont pas besoin d'être challengées toutes les 2 minutes, quoi. Alors, je parle de WordPress volontairement parce que aujourd'hui WordPress c'est 40% du web et que c'est un truc que tout le monde connaît. J'en parle ni en bien ni en mal. Moi, ce qui me gêne, je le répète encore une fois ici, c'est ce que je dis partout, mais c'est surtout l'approche WordPress par défaut, qui est un CMS et qui permet de faire beaucoup de choses. WordPress est génial parce qu'il démocratise l'accès au web pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les compétences d'en faire. Mais par contre, ce qui est gênant aujourd'hui, c'est d'utiliser ce type de solution par défaut pour tout projet. Et là, typiquement, on n'est pas du tout dans une logique d'éco-conception parce qu'on se dit, je vais faire tout avec du WordPress, alors qu'en fait, il faudrait se dire, il faut que j'utilise le bon outil, si tant est qu'il existe, pour réaliser tel ou tel projet. Donc, l'aspect maintenance, il y a aussi l'aspect hébergement dont on parlait tout à l'heure. Des exemples tout bêtes comme ça, j'en ai à l'appel. OVH, par exemple, qui est un hébergeur français, et c'est pas le seul, Infomaniac, qui est suisse pour le coup, et qui lui est plus engagé en tout cas sur la communication environnementale, mais tous les deux ont des offres, ce qu'on va appeler des starter offres d'hébergement, c'est-à-dire que quand on achète un nom de domaine chez eux, on a le droit à un hébergement web de, tenez-vous bien, je vous vois pas vous tenir, 10 mégaoctets. Donc 10 mégaoctets, c'est rien en fait, c'est 3 chansons MP3, c'est rien du tout, quoi. Et alors, forcément, là-dessus, vous ne mettrez jamais un WordPress. Surtout qu'il faut une base de données pour un WordPress, MySQL et ainsi de suite. Et en fait, j'ai des clients qui ne payent que leur nom de domaine à l'année, tout simplement parce que un service bien réfléchi, il peut facilement passer. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il peut facilement passer dans ces 10 mégaoctets. J'ai livré des services numériques qui sont inférieurs à 1 mégaoctet. Et en fait, ces entreprises-là, du coup, non seulement elles n'ont pas de maintenance, mais en plus, elles n'ont pas de coût d'hébergement. Elles ont juste le nom de domaine à payer à l'année. Donc ça, c'est des cas très concrets. Et on voit bien que quand on se pose la question, j'ai développé pour ma part un cloud alternatif. Alors j'en parle sans tabou parce que c'est un truc qui est libre, qui est open source, donc je me fais pas du tout d'argent dessus. Mais je l'ai développé parce que ça me dérangeait en fait, moi dans ma relation avec les clients, de les obliger à utiliser des clouds qui étaient certes open source, parce que je suis très attaché au respect de la vie privée des gens, donc qui étaient plutôt blancs justement sur ce terrain-là, mais qui pour le coup étaient quand même des usines à gaz. Et donc, comme ça ne me convenait pas, j'ai développé une solution qui a un cloud qui s'appelle Cirrus, et qui pour le coup est vraiment très très léger puisque c'est quelque chose déjà qui fonctionne sans base de données et qui, je sais plus le projet en lui-même, il doit faire 200 kilooctets, moins que ça même, et le projet entier, Donc ça veut dire qu'on peut faire tourner un cloud à comparer à un Nextcloud qui pour le coup est vraiment la référence du cloud du cloud libre, doit faire au moins j'ai peur de dire une bêtise, entre 50 et 500 mégaoctets. Ça fait une grosse fourchette, mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus que moins d'un mégaoctet. Mais ça montre bien que voilà, on peut faire des choses beaucoup plus légères qui tiennent le coup. Et en fait, c'est là en fait où c'est important, c'est la résilience. Et cette résilience, c'est hyper important la résilience parce qu'aujourd'hui, le numérique, et je parlais de dépendance dans le mauvais sens du terme tout à l'heure, et je continue. Aujourd'hui, on est en train de se rendre dépendant du numérique. D'ailleurs, on est déjà dépendant du numérique. Donc, quand je dis numérique, c'est peut-être un abus de langage parce que je pense à Internet aussi. S'il n'y avait pas eu Internet, aujourd'hui, le numérique, il n'en serait pas là. On ne serait pas tous avec nos smartphones, nos PC et tout ça. On serait encore sur nos téléviseurs et puis ça s'arrêterait là. Mais aujourd'hui, on est dépendant de ça. On dématérialise tout et dématérialise. On va dire, on met tout en tout cas au format numérique. Et en pensant que c'est une bonne chose, surtout qu'on supprime tous nos services publics et tout ça, et on se rend dépendant de tout ça. Et le problème, c'est que, comme on l'a dit, il faut des équipements pour faire fonctionner en fait nos services numériques. Déjà, on n'y a pas tous accès, et puis surtout, pour fabriquer ces équipements, on a besoin de ressources. Et ces ressources-là, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait basculer vraiment dans la cause numérique responsable, c'est le moment où j'ai entendu pour la première fois le terme ressource abiotique. Donc une ressource abiotique, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que une fois qu'il n'y en a plus dans la boîte, comme dire Forrest Gump, mais pour le coup, c'est une boîte de chocolat, on n'en rachètera pas d'autres. Imaginez que c'est la dernière boîte de chocolat sur Terre. S'il n'y a plus de chocolat dedans, c'est mort. Et ça me coûte de le dire, parce que franchement, je suis hyper dépendant au chocolat pour le coup. Une fois qu'il n'y en a plus dans la boîte, il n'y en a juste plus du tout, quoi. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, comment on fait alors qu'on est en train de construire une société, plusieurs sociétés sur un outil dont on n'est même pas sûr de pouvoir continuer à
qu'on n'est pas sûr de pouvoir continuer à exploiter dans quelques générations. Et on ne parle pas de 10 générations, même si ça devrait rester inquiétant. On sait que très rapidement, on a déjà des tensions sur certains composants, on sait que ça va s'accentuer, ça va être de pire en pire, et aujourd'hui, on est dépendant d'un truc, et en fait, on pourra juste plus s'en servir. Alors, c'est con qu'on arrête de faire n'importe quoi avec, quoi. Peut-être juste pour compléter là ce que tu dis, ça me fait penser à parce que je suis en train de me former à l'animation de fresques du numérique. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un format d'atelier qui est inspiré à la base, c'est la fresque du climat, donc qui explique justement, qui permet dans un atelier à plusieurs, en misant sur l'intelligence collective, de réussir à dessiner un petit peu tout le parcours et toutes les relations de cause à effet qui vont engendrer le réchauffement climatique. Et du coup, il y a une déclinaison qui s'est faite sur pas mal de thèmes, dont le numérique, donc c'est la fresque du numérique. Donc, c'est des ateliers qui durent 3 heures, qui sont vraiment super intéressants d'ailleurs, que je vous conseille. Si vous voulez vraiment creuser ces sujets-là, il y en a pas mal, soit gratuites ou payantes, ça dépend des formats, mais qui permettent vraiment de comprendre un petit peu justement tous les impacts. Pour le coup, on met l'accent sur les impacts négatifs du digital, du numérique. Et il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, moi, quand j'ai vu ça, c'est justement pour appuyer vraiment ce côté, les besoins en ressources du digital sont énormes. Pour construire un ordinateur qui fait 2 kilos, il faut 800 kilos de ressources naturelles. 800 kilos de ressources naturelles, donc en grande partie des combustibles fossiles, parce que voilà, pour l'extraction, etc. Mais ensuite, effectivement, il y a tous les métaux, les terres rares, tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'eau. Il y a besoin de beaucoup d'eau pour produire nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Donc, au-delà, c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais insister. Tu en as déjà pas mal parlé, Julien, mais je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est quand on parle des impacts environnementaux, on se concentre souvent trop sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions de CO2 équivalent, etc. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a vraiment pas que ça. Et ces deux aspects-là sont extrêmement importants. Donc, encore une fois, c'est l'enjeu de la construction, de la fabrication des devices, de nos terminaux, de nos ordinateurs connectés, de nos objets connectés, nos ordinateurs, les smartphones, etc. Et voilà, donc ça, il faut effectivement faire attention, puisque au bout d'un moment, si on continue à faire n'importe quoi, on n'aura plus assez de ressources. Et tous les bienfaits que peuvent avoir le numérique par ailleurs, on ne pourra plus en bénéficier d'ici peut-être une génération, d'ici 20-30 ans. Tu fais bien d'insister là-dessus, parce que c'est vrai que ces impacts-là, on a tendance à les résumer à ces émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai que c'est pas du tout le truc, quoi. Déjà, ce qui est facile, c'est que ça se passe pas chez nous, c'est-à-dire que c'est dans des pays qui sont bien loin de nous, et donc c'est plus facile pour nous de fermer les yeux dessus. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais c'est vrai que tu parlais de la consommation en eau, il y a de l'acidification des sols, il y a des pollutions, forcément, alors que ce soit à l'extraction ou même au recyclage. Alors les gens ne le voient pas, mais je fais des... À la fin de vie. Ouais, la fin de vie des équipements. On a un gros problème, hein, c'est que en fait, vraiment, tout ce qui est fin de vie des déchets électroniques, c'est un vrai calvaire. Et en même temps, c'est de la logique, c'est-à-dire que quand on va sur des équipements qui sont de plus en plus miniatures, ça coûte de plus en plus cher, et c'est même plus intéressant en fait de juste récupérer ces matériaux, parce qu'ils sont tellement petits, ils sont tellement soudés, complexes à récupérer, qu'on va les balancer dans des décharges à ciel ouvert, et que voilà, ça va avoir des impacts. Et là, on parle de la partie environnementale, mais il faut surtout pas oublier les impacts vraiment pour le coup sur le vivant. Donc bien sûr la faune, hein, mais aussi les habitants, parce que ces matériaux, ils sont là où il y a des gens qui étaient là avant et qui sont chassés, pas avec des poignées de main, hein, bien souvent. Et donc ces gens-là sont déplacés, sont maltraités pour pouvoir exploiter en fait les richesses de leur sol. Encore une fois, c'est des choses qui se passent pas du tout chez nous. On n'a pas du tout cette vision-là quand on a notre smartphone. Ce que je vois souvent, moi, quand je suis à la plage, par exemple, c'est les gens avec leur smartphone dans le sable. On n'imagine pas à quel point c'est précieux, en fait, et à quel point c'est pas prévu pour. Quand on emmène son téléphone aux toilettes, alors qu'on sait qu'il n'est pas étanche, quoi. C'est clairement, mais prendre des risques inconsidérés pour un truc qui est hyper précieux, et qui a peut-être la formule est peut-être un peu extrême, mais il a peut-être du sang sur les composants, quoi. Donc il y a vraiment une nécessité de prendre conscience à quel point tout ce qu'on a là
Et tout ce qu'on utilise aujourd'hui est précieux. Et il faut faire en sorte de le faire durer le plus longtemps possible, quoi. Et pas faire n'importe quoi avec. Ce qu'on est en train de faire, hein, clairement. Mais c'est ça qui est assez dur, je trouve, c'est que finalement, tout est un peu invisible. On voit pas tout ce quotidien, en fait, qui est lié à notre impact. En passant, le chocolat, c'est un des pires trucs aussi en termes d'impact social et environnemental. Donc, ça me fend le cœur de le dire, mais c'est le cas. Voilà. Est-ce qu'on sait vivre sans? Je sais pas, mais voilà, en tout cas, on le sait. Moi, c'est le café. Moi, j'ai du mal. Le café, j'ai du mal à m'en passer. Ouais. C'est pareil. Même débat. C'est pas mieux. Ouais, ouais. Mais c'est invisible aussi sur les datas, parce que finalement, bon, les entreprises, elles ont conscience d'un certain coût de maintenance qui existe et qui a toujours existé, mais aussi, je pense, par le modèle des ESN ou des SI qui voulaient facturer aussi dans le temps quelque chose et facturer des coûts de maintenance parfois très très élevés pour en fait rester auprès de l'entreprise et créer une dépendance, justement. Même s'il y avait des coûts qui existent, hein, qui existaient et qui existent encore aujourd'hui, mais je pense ils ont toujours été moindres que ce qui est annoncé sur le papier. Mais finalement, au-delà de ça, ça reste assez peu visible, sauf quand on le subit. Donc, on parlait d'accessibilité tout à l'heure. Effectivement, quand on a un handicap, oui, on le voit qu'il y a un problème. Mais au-delà de ça, tout est un peu invisible. Donc c'est bien de le rappeler, de toujours faire une petite piqûre de rappel là-dessus, parce que c'est ça aussi qui, je pense, sert le changement là-dessus. Et, et peut-être si tu as parlé tout à l'heure aussi, Alexandre, de petits réflexes. Est-ce que tu en aurais à nous partager justement clairement par où on commence, parce on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui rentrent dans ça, donc par où on commence et quels sont peut-être les petits réflexes justement que tous les deux vous pouvez nous partager sur l'éco-conception et la conception responsable de manière plus large. Ouais, effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des bonnes pratiques, etc. Il y a plein de référentiels, on pourra les citer. Il y a les 115 bonnes pratiques du Green IT. Il y a le RGESN, dont tu parlais tout à l'heure, Julien. Il y a le GR 491, je sais plus, il y en a plein. On pourra mettre tout ça en ressources s'il y a besoin. Mais voilà, donc au-delà de ça, moi j'aimerais aussi peut-être commencer cette partie-là par faire la distinction aussi je pense qu'il y a différents niveaux. Enfin, tu vois, quand on dit éco-conception, pour moi, ça limite à dans éco-conception, il y a conception. Donc ça veut dire normalement, on commence dès le départ de quelque chose, d'un nouveau produit, d'une nouvelle fonctionnalité, d'un incrément potentiellement, la création de quelque chose en tout cas. Et pour moi, en fait, il y a d'autres choses. Si on parle de réduction des impacts environnementaux plus globalement, pour moi, il y a l'optimisation de ce qu'on a déjà. Et très souvent, en fait, en tout cas, les boîtes avec qui j'échange, elles partent pas de zéro, quoi. Elles ont déjà un site ou un produit qui est déjà là, un site ou une appli. Et ce qui est peut-être parfois plus abordable pour se lancer là-dedans, c'est de regarder, de mesurer ce qui se passe sur notre site existant et de voir comment on peut l'améliorer. Ça peut être déjà une première chose à faire. C'est regarder sur l'existant. Ensuite, quand on est un peu plus familiarisé avec qu'est-ce qu'on peut réduire de son côté sur cette base-là, après il y a la notion d'éco-conception, donc c'est intégrer ces logiques-là, mais dès le début d'un nouveau projet, encore une fois, ça peut être à la fois tout un produit, tout un site, une appli, ou juste une partie, une fonctionnalité. On peut très bien commencer sur une fonctionnalité et intégrer ces logiques-là. Après, il y a peut-être une troisième partie qui est au-delà de ça, au-delà de ces optimisations et essayer d'être plus efficace et plus sobre dans tout ce qu'on va faire, il y a peut-être aussi proposer des fonctionnalités qui auraient un impact positif. Et ça, il peut y avoir, alors ça ne marche pas sur tous les produits, mais par exemple, il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui sortent des fonctionnalités qui ne sont pas directement liées au cœur de métier de l'entreprise, mais qui participent à la sensibilisation ou au changement de comportement de ces utilisateurs vers
des comportements plus vertueux, entre guillemets, ou vers, c'est pas d'ailleurs que lié à l'impact environnemental, ça peut être lié à des choses sociales, comme faire un don à des associations, ce genre de trucs. Je pourrais donner des exemples si vous voulez, mais typiquement, là, sur cette partie-là, c'est par exemple un Shopify ou un Stripe qui propose à ses clients d'intégrer une logique de compensation, carrément, alors je suis pas du tout fan de la compensation, mais ça peut être un levier malgré tout pour essayer de sensibiliser un petit peu. En tout cas, eux, Shopify, Stripe, ils font du paiement en ligne, ils font du e-commerce, ils essaient d'intégrer des logiques dans ce qu'ils savent faire, mais avec une dimension qui dépasse leur cœur de métier et qui permet d'avoir un impact potentiellement plus positif ou quelque chose de plus vertueux. On a aussi par exemple Decathlon qui, sur leur fiche produit, de plus en plus communique sur l'impact justement environnemental de leurs produits, enfin de la conception de leurs produits, de ce qu'ils vendent sur le site. Et donc ça participe tout ça à rendre les utilisateurs plus conscients de ça et potentiellement d'orienter leur choix vers des choses qui sont un peu plus vertueuses. Et je dirais qu'il y a même un quatrième level, mais là c'est vraiment, je dirais, quand on va vraiment beaucoup plus loin là-dedans, c'est des évolutions ou des changements de son produit qui ont un impact sur le business model de la boîte. Et c'est là où c'est le plus dur, parce que très souvent, quand on est product designer, développeur, on peut essayer justement de faire son job du mieux possible, de prendre toutes les bonnes pratiques, etc. Mais on va souvent être confronté à, ok, mais au bout d'un moment, c'est mon modèle qui est pas le meilleur. Par exemple, le modèle publicitaire. Moi, quand je travaillais chez l'Express, donc un média qui dépendait en grande partie des recettes publicitaires. Alors, justement, l'idée, c'était de changer, d'aller plus vers de l'abonnement, etc., pour moins dépendre de ça. Mais on est très vite, on a ces contraintes-là, et c'est très compliqué de remettre ça en question quand on est dans une entreprise, parce que ça chamboule toute une organisation, tout un produit, toute la structure de la boîte, quoi. Et réussir à aller jusqu'à là, c'est beaucoup plus rare déjà, mais c'est potentiellement ce qui, à la fin, peut avoir le plus d'impact. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut y aller de manière assez graduelle. Graduelle, c'est français, hein, ouais, je crois. En tout cas, voilà, on peut commencer assez petit sur ce qu'on maîtrise, donc c'est-à-dire sur le produit qu'on a déjà en face de nous, sur lequel on travaille tous les jours. Essayer de mettre en place des bonnes pratiques, et ça, du coup, j'en viens après, hein, c'est une petite introduction peut-être un peu longue, mais je pense que c'est important aussi de bien détailler que l'éco-conception, on n'est pas obligé, enfin, en tout cas, la réduction, encore une fois, de l'impact environnemental, c'est pas que l'éco-conception, c'est aussi l'optimisation, c'est aussi proposer des fonctionnalités qui peuvent avoir un impact, participer à la sensibilisation, et c'est aussi des logiques économiques derrière de l'entreprise. Et après, alors, au-delà de ça, il y a un autre prérequis, moi, qui me paraît vraiment, qui est vraiment obligatoire, pour vraiment réussir à avoir de l'impact dans sa boîte sur ces sujets-là, on ne peut pas avancer tout seul. Et pour moi, il faut commencer par essayer de créer une petite communauté, ou en tout cas, essayer de trouver des relais en interne, parce que tout seul, on va très vite être limité, en fait. Si on est product, on peut avoir un impact, essayer d'influencer, et ça, je pense que c'est de la force aussi des PM, des PO qui peuvent potentiellement, parce qu'ils discutent avec plein de monde, essayer de pousser ces sujets-là. Mais si ça ne prend pas tout de suite, ou en tout cas tout seul, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. À l'inverse, un développeur, lui, il arrive parfois, alors ça dépend des organisations, mais il arrive quand même parfois un peu en bout de chaîne. Donc si toute la conception a été définie par des PO, des PM, des designers qui ne sont pas du tout sensibilisés et qui vont vous pondre un truc ultra complexe, ultra lourd, le développeur, il aura beau essayer de mettre en place les bonnes pratiques, etc., il va quand même se retrouver avec un produit très lourd, très complexe. Donc, pour moi, c'est une démarche aussi collective. Si on veut que ça marche, en tout cas, si on veut vraiment que ça prenne et que ça ait un vrai impact, c'est quelque chose qui doit être abordé de manière pluridisciplinaire sur tout le cycle de vie de conception du produit, quoi. Et du coup, par où commencer, pour en revenir à la question de base, justement, en fait, je pense que quand on se lance là-dedans, il faut déjà mesurer. Il faut avoir un outil de mesure. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'exemple que j'avais donné avec Mythic. Julien, tu avais rebondi dessus, et je trouvais, clairement, je suis 100% aligné avec le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de mesure précise, exacte, qui fait référence partout. Il y a plein de manières, il y a plein de méthodes pour le faire. Et à la limite, c'est pas très grave. Il ne faut pas attendre d'avoir la mesure la plus parfaite, validée par le GIEC ou par je sais pas qui, ou le truc qui fera vraiment consensus. On s'en fout, en fait. Si on attend ça, on va rien faire avant 10 ans. L'enjeu, c'est déjà de mesurer, de pouvoir comparer
potentiellement un avant, un après, si on est sur de l'optimisation d'un service existant, ou en tout cas se donner la possibilité de suivre ce qui va se passer derrière. Ça, c'est très important, et il y a plein de petits outils qui sont assez abordables sur du web. Moi, je conseille souvent en tout cas de commencer avec, par exemple, l'extension Green IT Analysis, qui est une extension sur Chrome, sur Firefox, qui est un peu le classique, mais qui donne un score, un éco-index. Rien que ça, déjà, ça peut permettre de voir un peu où on en est. Après, c'est pas complet, c'est plutôt orienté front. On voit pas du tout ce qui se passe côté back-end, côté hébergement et tout, mais au moins, on a ce premier élément qui peut permettre de se lancer et de mesurer quelque chose et de suivre ensuite les progrès. Et après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mesuré, l'enjeu, c'est aussi de commencer peut-être sur une petite partie, une petite partie du site. On ne peut pas tout refaire d'un coup. D'ailleurs, on parle souvent de sites, mais ça marche aussi avec des applis. Alors, EcoIndex, ça ne marche pas pour les applications mobiles, c'est que plutôt pour le web. Tu me diras, Julien, si je me trompe, mais aujourd'hui, il y a un peu moins d'outils à ma connaissance pour les applis mobiles. D'ailleurs, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, commencer sur une petite partie, un petit bout de site ou un parcours, et essayer de voir ce qu'on peut optimiser là-dessus, capitaliser sur les premiers succès qu'on pourrait avoir, pour ensuite aller plus loin, répéter la démarche, et surtout communiquer en interne, quoi. Voilà, enfin, à mon sens, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer petit, apprendre, et ensuite capitaliser sur ses succès, et accélérer au fur et à mesure. Tout à l'heure, tu parlais de quelques questions à se poser pour cadrer justement le sujet. Est-ce que tu les as en tête et est-ce que tu peux nous les proposer ? Ouais, alors moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors là, c'est plus autour de vraiment de la conception, et ça marche bien en fait quand admettons qu'on soit dans une logique un peu de kick-off d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Il y a une méthode qui s'appelle le consequence scanning, c'est-à-dire c'est se poser en fait la question, essayer d'anticiper ce qui pourrait mal se passer, ou les impacts potentiellement négatifs qu'on pourrait avoir. Et après, ça peut être les impacts, justement, d'un point de vue inclusion, d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue... est-ce qu'on pourrait tomber dans des dark patterns ou des pratiques qui vont influencer l'utilisateur de manière que ce soit positif pour le business, mais négatif pour lui. Et donc, aussi, de se poser la question de l'impact potentiel sur l'environnement, sur la consommation de données, de ressources et d'énergie. Donc ça, déjà, c'est juste potentiellement dans le cadrage du projet, quel qu'il soit, qu'on utilise. Si on parle de méthode produit, on a un PRD, donc Product Requirement Document, qui peut prendre plein de formes, et très souvent ça cadre un petit peu là où on en est des étapes, de la connaissance du sujet, de la connaissance de la problématique, quels objectifs on va atteindre. On pourrait très bien rajouter une partie là-dedans qui est quels sont potentiellement les impacts négatifs qu'il pourrait y avoir si je travaille sur telle fonctionnalité. Et là, on peut se dire, ça va demander potentiellement de stocker plein de données, de récupérer plein de données de la part de l'utilisateur. Ça, il y a des enjeux de privacy. Voilà, encore une fois, c'est anticiper. Donc ça, déjà, c'est un premier point qu'on peut intégrer, entre guillemets, assez simplement dans les process déjà en place. Et après, oui, je pense que la question aussi qui vient très rapidement derrière, c'est est-ce que j'ai vraiment... Alors, c'est souvent aussi, je me fais souvent challenger sur ce truc-là, parce que c'est difficile, c'est en même temps facile à énoncer, mais difficile à répondre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité ? Est-ce qu'il y a un réel enjeu ? Est-ce que j'ai de la donnée qui me permet de dire, ouais, cette fonctionnalité, si je la développe, elle va avoir un impact réel. Et donc, ça rejoint aussi les enjeux de faire de la discovery. Alors, je sais que sur un épisode précédent, vous avez eu Rémi Guillot. Je suis assez fan de ce qu'il fait depuis longtemps, et la méthode Discovery Discipline, etc., moi, ça me parle beaucoup. Travailler sur la discovery, et en fait, j'ai envie de dire, mais ça, c'est peut-être un sujet qu'on voulait aborder après, mais j'ai envie de dire, déjà, si on fait bien son métier de product manager, de product designer et aussi de développeur, on fait une bonne partie du travail d'éco-conception, parce qu'on va s'assurer que ce qu'on va faire répond aux besoins, a de l'impact, et on va éviter de prendre un risque de travailler sur des choses qui vont servir à rien, qui ne seront pas utilisées, ou qui vont faire du déchet numérique, quoi. Donc voilà, ça rejoint ça aussi directement, et toutes les méthodes qu'on peut avoir là-dessus participent, à mon sens, à une logique d'éco-conception, sans que ce soit même le but premier, quoi.
Et ça rejoint la remarque de Roxane, et on l'a souvent en tant que designer, effectivement, les cas de discovery où en fait on se rend compte que les. Moi j'en ai un en ce moment, et c'est le cas, c'était le cas dans l'anecdote de Roxane, où elle a dit mais Tartampion, mais que faites-vous dans sa slide, qui était une boulette, mais qui était là pour montrer aussi que ben, justement l'entreprise voulait faire des fonctionnalités tout digitalisées, etc. Alors que concrètement, les utilisateurs, ils étaient sur le terrain, et ils Ouais. n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de téléphone avec eux, ou alors c'était des Nokia 3310. Enfin, j'exagère, mais on en revient à ça. Ouais. Mais et c'est ce constat de décalage vraiment entre fonctionnalité et Ouais, fonctionnalité attendue, ou ambition, et en fait ce que veut réellement l'utilisateur. Donc exactement. c'est bien de le rappeler aussi, que ça peut passer par des choses simples, repartir aussi quand on a la casquette PM ou product designer, de repartir aussi des bases de qu'est-ce qu'on nous apprend clairement quand on veut être un bon product manager ou un bon product designer. Ben, c'est de faire des choses Mm. utiles, pertinentes pour nos utilisateurs, et c'est de faire simple d'un point de vue Ouais. produit. Donc Ouais, c'est ça, et c'est mettre aussi finalement les bonnes technologies en face. C'est vrai qu'on a aussi un peu ce réflexe de parfois peut-être trop en faire, trop vouloir en faire. On va travailler sur des algorithmes très compliqués, sur des trucs on n'en a pas forcément besoin parce que ça fait bien, parce que les autres le font, parce que les GAFA le font, les grands le font. On va reproduire un peu des patterns ou des éléments qu'on voit un peu partout sur les sites sans trop se poser la question. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie justement de remettre en question, quoi. C'est pourquoi je mettrais une vidéo qui se lit toute seule sur ma page d'accueil en fond, alors que au final, ok, parce que ça fait joli, mais concrètement, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça participe à améliorer la conversion, à l'engagement de ton site? Pas forcément, ça se mesure. Si ça le fait, tant mieux, auquel cas, oui, c'est justifié, on peut peut-être le laisser, et à ce moment-là, on l'optimise au maximum. Mais ça se trouve, non, ça sert strictement à rien, et du coup, autant pas le mettre. Et ça me fait un parallèle aussi, alors c'est un peu différent, mais justement, je disais, il y a pas longtemps, j'ai animé une table ronde qui était aussi sur le sujet de l'éco-conception, un événement interne dans une boîte, enfin non, pas interne d'ailleurs, mais bref. Et je m'étais posé la question en introduction, justement, je voulais faire une sorte de petit quiz aux personnes qui étaient présentes sur, voilà, à votre avis, voilà, quel est le pourcentage différentes questions sur l'impact environnemental du digital. Je me dis, je vais utiliser un service, un site qui permet de faire un truc interactif, comme ça tout le monde pourra participer sur son téléphone. Et je me suis dit, mais finalement, justement, j'essaie de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ou est-ce que je vais poser la question, je vais demander à tout le monde de lever la main, et ça sera très bien, et ce sera largement suffisant, et j'ai pas eu besoin, en fait, du coup, de me créer un compte sur ce site en question, de créer le questionnaire, de faire sortir son téléphone à tout le monde pour participer en ligne. Voilà, le besoin final, le besoin réel, c'était créer un moment d'interaction avec les gens qui étaient dans la salle. J'ai absolument pas besoin du digital pour ça, quoi. Donc c'est aussi remettre en question un peu voilà, de prime abord, j'ai tout de suite eu cette idée. Après, je me dis, non, mais en fait, j'en ai pas besoin. J'ai fait 100 et ça s'est très bien passé et j'en ai pas eu besoin. Voilà. Petit exemple trivial, mais qui peut aussi Ouais, super exemple. illustrer. Et sans doute que tu as mieux répondu même à l'objectif, parce que tu as dû créer un peu plus de liens que si tout le monde est en train de taper sur son Exactement, téléphone. ouais. Julien, tu as des réflexes aussi, des bonnes pratiques à nous partager. Ça rejoint pas mal aussi le point de se dire que quand on est développeur aussi, alors toi, tu t'es formé aussi tout seul, mais j'imagine que tu as vu ces sujets-là aussi, d'Anaïs qui nous partageait qu'en fait, c'est aussi des choses qu'on voit, les notions d'accessibilité, etc., qu'on voit en formation de développement, mais par contre, on n'a pas forcément la raison derrière, ou voilà, en termes d'optimisation, c'est des choses qu'on nous donne quand même, mais qui sont pas forcément mis dans le contexte, et on n'a pas forcément la finalité. Mais les développeurs, je trouve, de manière générale, sont plus sensibilisés, je trouve, à ces problématiques, que ce soit de l'accessibilité ou de la performance, en fait, simplement des services numériques. Est-ce que tu as des réflexes un petit peu comme ça, ou des choses assez simples à partager pour commencer aussi à faire des choses plus responsables? Après,
c'est du décisionnel aussi, hein, comme ce que vient d'expliquer Alexandre, que je rejoins sur, je pense, la majorité des points, si ce n'est tous, en fait, hein, tout simplement. Euh, et que- On voulait le conflit, on l'a pas eu. Ah ouais, mais non, c'est loupé. Benjamin, il va Allez, falloir qu'on Ah se non, non, lance. non, je pourrais aller allez, plus loin. vas-y, tacle-moi Je sur un pourrais truc. aller plus loin sur certains points, mais non, il y a des choses que je vais juste appuyer parce que c'est vraiment essentiel. Il l'a dit, et je pense que le redire une deuxième fois, ça fera pas de mal pour nos auditeurs et auditrices. C'est que déjà, la démarche d'éco-conception, c'est une démarche, donc c'est quelque chose qui commence très tôt en fait, avant même qu'on commence à coder, avant même qu'on réfléchisse à comment va se matérialiser le service numérique, qui va se prolonger pendant toutes les étapes de la durée de vie du service, donc que ce soit sa conception, sa réalisation, sa mise en ligne, l'hébergement et ainsi de suite. Et en fait, c'est même quelque chose sur lequel on va itérer parce que même quand on a un produit fini et qu'on a des contributeurs qui vont dessus, ben, c'est quelque chose qu'on peut toujours revenir challenger, soit parce qu'on a mal fait, soit parce que les technologies évoluent et qu'on a peut-être moyen de faire mieux à moindre coût énergétique, par exemple, avec ce qui se fait désormais. Et donc, c'est intéressant de reboucler en fait et de toujours se remettre en question. On est comme encore une fois, comme dans la logique d'expérience utilisateur, on est dans une logique d'amélioration continue. Et donc, c'est un cercle sans fin. Donc, ça, c'était déjà le premier point important. Et le deuxième point vraiment important, encore une fois, il a lâché le bon mot, c'était le terme collaboratif, il me semble. Il faut que, effectivement, tout le monde soit impliqué. La démarche d'éco-conception, elle touche tous les acteurs qui ont trait de près ou de loin au service numérique. On ne peut pas laisser peser cette responsabilité juste sur celui qui va développer ou juste sur celui qui va faire le design de l'interface, ou celui qui va penser à l'expérience utilisateur, design d'expérience utilisateur, s'il y en a un, ou à l'ergonome éventuellement, ou celui qui va charger de choisir un hébergement à la dernière minute, parce que c'est pas du tout un truc qui est anticipé. Enfin, c'est vraiment quelque chose, tous les cœurs de métier, en fait, ont leur part de responsabilité, à des degrés plus ou moins importants, et c'est important que tout le monde soit embarqué. Donc encore une fois, on se retrouve dans ce même moule où chacun doit communiquer avec l'autre en fait. C'est ce qui se fait de plus en plus, hein, c'est le monde moderne maintenant. Et encore une fois, en éco-conception, c'est quelque chose qui s'y prête tout à fait, qui doit tout à fait s'y prêter. Il a été évoqué le fait que il fallait se questionner sur la fonctionnalité, et c'est là en fait le point essentiel, le point d'entrée vraiment de la démarche d'éco-conception, et c'est ce que j'ai eu à faire en tant que développeur, comme je disais, full stack en introduction, où pour le coup j'étais vraiment à mon compte et que c'est encore le cas d'ailleurs en parallèle, mais où il faut vraiment gérer tout le projet, en fait, que ce soit la réception du client, qualifier ses besoins, les développer, le réaliser, ainsi de suite, mettre en ligne. Il y a un truc, c'est que en fait, je me retrouve dans une position, on se retrouve dans une position d'affaires. On a en face un demandeur, un client qui vient, qui me dit, j'ai envie de faire affaire avec vous. Et puis toi, en face, en fait, tu dois déterminer si ce qui t'amène, ce qu'il te propose, ça a du sens. Alors, la plupart du temps, même ouais, quasi exclusivement tout le temps, ça a besoin d'être travaillé parce que la personne qui vient avec des idées en se disant, bah, je veux pouvoir faire ça sur mon site, ça. Et puis, en fait, en discutant un peu, enfin, très rapidement, tu fais, mais en fait, toi, ton métier, par exemple, hein, t'es restaurateur, donc t'es déjà bien occupé dans ta cuisine. Ton rôle, c'est absolument pas de venir casser un truc qui aurait été mis en place par un professionnel, que ce soit d'un point de vue perf, d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue parcours, performance, quoi. Enfin, et ça fait sens, hein, forcément, parce que les gens sont déjà tous hyper occupés et ils ont d'autres choses à faire que devenir des webmasters en herbe. C'est pas du tout leur métier, c'est pas du tout leur profession. Donc déjà, la première chose, c'est de les remettre à leur place, en fait. Et il faut avoir le bon discours, il faut savoir le faire, de les raccompagner à leur place, parce que leur métier, c'est leur métier, et que faire du numérique, c'est tout à fait autre chose. Mais en parallèle de ça, et même juste avant, il y a la fameuse question épineuse de est-ce que ce que tu me proposes de faire, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que derrière, il va y avoir des utilisateurs? Est-ce qu'il va y avoir un public? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on conçoit, il faut qu'il y ait un intérêt pour quelqu'un derrière. Si on se rend compte que, en fait, on va juste créer un déchet inutile, c'est comme tout, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, là, c'est même pas la peine d'y aller. Il faut juste dire stop, parce que on pourra mettre toutes les optimisations techniques qu'on veut, faire une interface légère, enfin un truc qui aille entre guillemets le plus straight to the point possible. Euh,
moi, on n'arrivera jamais à me faire avaler la pilule qu'une brosse à dents connectée qui change la couleur des brosses, de la brosse en fonction de la température extérieure, ça a vraiment du sens pour quelqu'un, quoi. Donc, typiquement, ce genre de truc, on vient me proposer ça, moi je lui dis, monsieur, madame, c'est de la merde. Donc en fait, il faut juste pas le faire, quoi. Il faut juste arrêter là. Et pour les fonctionnalités, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est pareil. On va plutôt se questionner vraiment sur la pertinence de ces choses-là, et plutôt que de mettre à tout prix et d'essayer d'optimiser tant bien que mal derrière, ben, on va juste ne pas implémenter et puis éviter bien des tracas. Donc ça, c'est vraiment dans les cas les plus épineux. Et c'est vrai que dans une relation commerciale, c'est très compliqué d'avoir des prospects qui viennent, parce qu'un prospect, ben, c'est une rentrée d'argent potentielle. Mais moi, ce que je fais, en tout cas, dans mon métier, c'est quelque chose que je fais par conviction. Et la plupart des gens que je rencontre et qui travaillent dans le numérique responsable le font par conviction. Donc, ils sont plutôt alignés là-dessus. Je suis pas sûr qu'Alexandre me contredise, mais que si on a des gens qui viennent avec des projets qui n'ont vraiment pas d'utilité pour la planète, pour les utilisateurs, pour qui que ce soit, et qui en fait, ça n'a juste pas de sens, quoi. On aura tendance à dire, ben non merci, on n'est pas intéressé, quoi. Donc, il faut être courageux, faut le faire, faut oser, hein, c'est pas simple, mais faut le faire. Donc, ça, c'est vraiment en phase avant-projet, quoi. Après, il y a les mantras que j'aime bien partager, moi. Donc, il y en a un que j'ai donné un peu déjà tout à l'heure. C'est vraiment déjà toujours privilégier l'expérience utilisateur avant le confort de développement. Il est anormal de faire peser tout ce qu'on va pouvoir utiliser comme bibliothèque, comme solution préconçue, tout ça juste pour produire plus vite, en sachant que derrière, ça va peser. Faut Il y a une différence vraiment, il y a des outils, je pourrais donner un exemple peut-être un peu plus technique, mais aujourd'hui on pourrait par exemple utiliser du Svelte à la place, même s'ils ne sont pas tout à fait comparables, hein, mais donc Svelte c'est une bibliothèque JavaScript, mais à la différence d'un React, d'un Angular, d'un Vue.js et ainsi de suite, la différence c'est qu'en fait il va permettre de produire plus vite, parce que c'est quelque chose qui va ajouter une couche d'abstraction en fait, hein, en développement, mais par contre ce qu'il va faire c'est que plutôt que de laisser la charge de l'interprétation au navigateur, on va créer du code natif en fait, on va compiler directement en code natif. Et de fait, on évite d'avoir toute cette couche de travail à faire par le navigateur, ce qui est le cas de React, Angular et Vue. Donc c'est une approche différente, mais là pour le coup on a le meilleur des deux mondes, parce qu'on a vraiment le confort de développement d'un côté, et l'utilisateur il est très peu pénalisé en fait, parce qu'on lui rajoute vraiment pas beaucoup de gras numériques. Donc là, vraiment, ça c'est primordial, ne pas, même si les développeurs ont le droit d'être confort quand même, hein, mais il faut éviter que ça vienne pénaliser l'expérience utilisateur. Ensuite, il faut aller à l'essentiel, donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Les utilisateurs, quand ils arrivent sur un service numérique, ils n'ont pas toutes et toutes les mêmes attentes, et il faut autant que possible conditionner. Donc ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, on ne donne pas les vidéos, les audios et tout ça, on ne livre pas tout d'un coup, on essaie de différer autant que possible et de conditionner bien sûr ça au contexte utilisateur. Il est évident que quand on est sur mobile ou quand on est sur desktop, on n'a pas forcément déjà la même taille d'écran, donc on n'aura pas forcément besoin des mêmes qualités, taille d'image, et même en termes de fonctionnalité, si vous avez une carte interactive, peut-être qu'elle est exploitable avec une souris sur desktop, mais sur mobile, en fait, ça sert juste à rien. Moi, il y a un exemple, vous pourrez voir en off, hein, que j'adore, que je donne en formation, qui est le site de Puy du Fou. Parce que quand on arrive sur Puy du Fou, ils ont un truc vachement bien pour choisir entre si on veut aller sur le parc Espagne ou le parc France. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses où il y a plein de choses techniques qui sont vraiment très mal faites. Et surtout, c'est problématique s'ils ont mis plein de choses en place pour faire un effet de parallaxe. Donc quand on déplace au survol de la souris, on a des effets qui sont entre guillemets sympas. Et en fait, tout ça, ça se retrouve sur mobile. Sauf que sur mobile, on peut pas juste survoler en fait avec le toucher. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont embarquées sur mobile pour la fonctionnalité, alors qu'on peut juste pas l'exploiter. Donc il y a énormément de choses à dire, hein, sur cette page-là. J'en garde quand même pour la formation, mais c'est vraiment un cas d'école, quoi. Donc on donne vraiment aux utilisateurs ce qu'ils ont besoin et quand ils en ont besoin. Dans ce que j'aurais tendance à recommander aussi, c'est que on accompagne les utilisateurs, ça c'est sûr, si nécessaire, hein, s'il y a besoin avec des tutos ou des choses comme ça, certaines fois, mais surtout, on ne les retient pas pour de mauvaises raisons, surtout. Donc on parlait, c'est toi Marie qui parlait de dark pattern tout à l'heure. Typiquement, je vois mal comment on pourrait, entre guillemets, parler d'éco-conception sur des réseaux sociaux qui justement misent tout leur business sur de la rétention, en fait, hein.
Et de la même manière, pour faire le parallèle avec la régie publicitaire dont tu parlais, Alexandre, tout à l'heure, par rapport à Libération, je crois que tu parlais, je ne sais plus, c'était Ouais, moi j'ai bossé chez l'Express, l'Express, pardon. pas très loin, Euh, sur tous les médias. ouais, c'est vrai que quand on voit certains trucs, on se dit, mais c'est juste déconnant. Moi, c'est des tests que je fais, bah, forcément région Bretagne, sur Ouest France, par exemple. Euh, juste entre, tu regardes ce qui se passe côté trafic réseau en ayant un navigateur configuré comme monsieur et madame tout le monde, et tu refais le même test en activant un bloqueur de publicité. Donc, c'est affligeant de se rendre compte que quand on bloque la publicité, on divise par 4 le poids de la page, quoi. Pour une expérience utilisateur qui va être augmentée, parce qu'en fait, on n'a plus toutes ces publicités, ces tracking, ainsi de suite, et on a accès exactement à toutes les fonctionnalités utiles du site. Et ça, c'est pas normal. On est là, pour le coup, pour moi, on n'est pas sur des moyens proportionnés. C'est pas normal d'avoir un service numérique, je caricature, qui fait 1 mégaoctet pour fonctionner, et d'aller lui rajouter 3 mégaoctets de publicité qui n'ont aucune valeur à l'instant T pour l'expérience utilisateur. Il y a peut-être d'autres choses à faire, d'autres façons de faire en tout cas. Et bien sûr, ben, c'est la technique. La technique, il faut qu'elle soit quand même, au point. On voit beaucoup de choses. Alors, ça coûte pas cher, hein, honnêtement, déjà rien que d'aller sur des validateurs HTML, des validateurs CSS, de faire passer des tests de performance. Alors, je fais beaucoup de mesures, moi, de ce qu'on appelle la performance web environnementale, qui se rapproche bien souvent, mais dans quelques exceptions, pas toujours, à de la performance web. Donc, Alexandre le disait tout à l'heure, la performance web, en fait, c'est une étape, hein, de la démarche d'éco-conception. C'est pas toute la démarche d'éco-conception. Encore une fois, on peut avoir quelque chose qui est très performant d'un point de vue perf, mais en fait, si on vend le mauvais produit et qu'on a le mauvais dialogue et tout ça, et qu'on vend un truc inutile, en fait, on n'est pas du tout dans de l'éco-conception pour autant. Donc, cette technique-là, elle s'apprend, elle s'optimise. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il faut faire aussi attention à ne pas aller dans la surqualité parce que ça peut être aussi contre-productif. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup à faire sur les images, comment on les amène. Ça, c'est quelque chose que je constate encore en 2022. Je trouve ça fou de voir des trucs comme ça, mais quand on utilise des PNG, qui est un format d'image matricielle, alors qu'en fait, on est sur de la photographie et que ça devrait être clairement du JPEG. Il y a quelques temps de ça, et je les ai alpagués d'ailleurs un peu en direct, je suis tombé sur un truc vachement bien sur GitHub. Pas GitHub, pardon, je reprends, sur GitLab. GitLab, ils avaient donc leur page, leur landing page d'accueil, et ils avaient la tête d'un bonhomme dans la page. Donc c'était une petite vignette qui faisait, je sais plus, 300 ou 400 pixels de large. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que l'image, c'était une image qui déjà était au format PNG, alors que ça aurait dû être un JPEG, hein, ou mieux un format moderne, hein, du WebP ou ce genre de choses. Qu'elle faisait, elle avait pas du tout été redimensionnée. Elle faisait, je sais plus, 5000 pixels, je crois. Et ça fait partie de mes exemples de formation aussi. Et elle n'était pas non plus compressée. Donc ce qui se passe, c'est que la page, en fait, c'est une page complexe, il y a plein d'autres choses dessus. Mais rien que cette image-là, elle faisait 8 mégaoctets. Et les mecs, à GitLab, ils se sont pas dit, mais on a un problème quelque part, parce qu'en fait, on a juste une ressource sur notre page, elle nous plombe tout. Donc moi, j'ai fait le test, juste pour rire. J'ai pris l'image, je l'ai passée dans le bon format. Rien que de la passer de PNG à JPEG, qui était plus adapté, j'étais passé de 8 mégas à 1 méga. Donc déjà, ça veut tout dire, quand on utilise le bon format d'image, ça sauve des vies presque. Je l'ai redimensionné, je l'ai compressé, et je l'ai même testé en WebP, et au final, j'étais en capacité de proposer la même expérience utilisateur, enfin en mieux, puisque le temps de chargement forcément était plus rapide, avec une image qui faisait, je sais plus, 16 ou 17 kilooctets. Donc on passe d'une image qui fait 8 mégaoctets, hein, donc 1 mégaoctet c'est 1024 kilooctets. Je vous laisse faire la statistique, ça fait beaucoup moins, hein, de 8 mégas à 17 kilooctets pour la même chose en fait. Et ça, c'est de la web perf. Et c'est des choses, enfin, quand on voit des trucs comme ça, j'entendais parler de Stripe aussi tout à l'heure, je me suis retenu de bondir parce que Stripe, ils ont une interface utilisateur, enfin un back-office qui est très très lourdingue, et rien que quand on arrive sur leur service numérique, on a un dégradé animé qui est très très gourmand, qui fait chauffer, hein, franchement, qui fait travailler les bécanes. Et c'est typiquement des trucs en fait qui n'ont aucune valeur ajoutée. On mettrait un fond uni ou un fond dégradé, mais juste une image, ou même rien du tout, hein. On fait le test, on supprime juste le dégradé. C'est pareil pour l'utilisateur, c'est exactement la même chose. Mais voilà, des fois on veut en faire trop, et en fait quand on en fait trop, ben souvent on fait mal. Et quand on fait mal, ben on est perdant sur toute la ligne. On va avoir des grosses problématiques, forcément en termes de perf, en termes environnemental, et puis l'utilisateur s'y retrouvera pas, et le retour sur investissement, bah, il sera pénalisé lui aussi.
Pour rebondir très rapidement là-dessus, c'est vrai que moi, ce côté d'optimiser les contenus, optimiser les images, je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal perdu avec le temps, qu'on faisait. Voilà, moi en plus j'ai beaucoup travaillé sur du mobile, donc on avait des contraintes qui faisaient qu'on était obligé de passer par cette étape de optimiser au maximum, réduire le nombre de contenus qu'on affiche, réduire le nombre d'images, etc., et faire en sorte qu'elles soient les plus légères possibles, parce que sinon, quand on travaillait sur des services mobiles avant la sortie de la 4G, sinon les pages ne se chargeaient pas ou mettaient 10 secondes et l'utilisateur était déjà parti, quoi. Aujourd'hui, les réseaux font que la qualité des réseaux et la rapidité des réseaux qu'on a, des débits qu'on a, font qu'on a un peu perdu ça parce que ça passe et on s'en rend pas compte en tant qu'utilisateur, mais malgré tout, voilà, ça a un impact sur le chargement des données, sur le traitement des pages côté navigateur, etc. Et donc tout ça, forcément, ça multiplie l'impact environnemental de nos services, quoi. Et Donc il suffit parfois de retrouver un peu des choses qu'on faisait comme ça mécaniquement et voilà, qui étaient dans les réflexes qu'on avait il y a 10 ans, peut-être, même moins que ça. Tous les designers le faisaient à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on a perdu ça. Alors que pareil, sur Figma, il y a plein de plugins qui permettent, quand on exporte des images de Figma, de les exporter. Alors le choix du format, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu, mais c'est pas très compliqué. Et en tout cas, qui essaie de compresser au maximum l'image tout en gardant le bon niveau de qualité, quoi. Et là, de toute façon, ça rejoint les problématiques de surclassement qu'on a actuellement. On a amélioré le réseau, et donc on se repose dessus, en fait, pour compenser des faiblesses et des errances techniques. Et c'est ce qui se passe côté OS, on le voit avec Windows 11 et ainsi de suite, qui sont de plus en plus lourds. Enfin, moi j'ai un PC qui a 10 ans et en fait il fonctionne très bien sous Linux tout simplement parce que l'approche elle est complètement différente et qu'on arrive à concevoir des logiciels qui sont des OS qui sont tout simplement plus légers. Sauf que depuis très longtemps, ceux qui construisent justement aussi bien le système d'exploitation que les logiciels que maintenant nos applications web ont pris le pli en fait de se reposer sur la puissance des machines pour justement ne pas avoir à optimiser, à faire les choses plus proprement et au plus simple fonctionnellement, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on renouvelle nos équipements régulièrement et qu'à chaque catégorie d'équipement, en fait, on a de nouveau un temps d'avance, sauf que ce temps d'avance finit par être mangé par l'absence d'optimisation et on recommence. En fait, il est presque acquis. Je pense que si on avait commencé à être dans une démarche d'éco-conception il y a déjà 10-15 ans, on aurait pu éviter de nombreux renouvellements de génération d'équipements, en fait, tout simplement, parce que on aurait pu continuer à utiliser ce qu'on avait déjà. Mais là-dessus, justement, il y a un point qui me semble intéressant d'aborder avec toi, Julien, sur le fait de remplacer tes terminaux. Certes, effectivement, ça a un coût. Quand je parle de coût, c'est un impact, hein, au-delà du coût financier, puisque c'est pas le sujet. Mais au-delà de ça, la maintenance de versions antérieures aussi pour des entreprises, ça a un impact important, financier et autres aussi. Donc, mettre en balance ça aussi, quel est le mieux en fait entre deux aussi, entre maintenir peut-être, je sais pas, X versions d'un même service et ne pas faire changer le terminal, et la logique inverse. Après, c'est un peu délicat comme question parce que tout dépend du modèle économique. Je pense, si ton but c'est de vendre du logiciel et que les gens ont tous fini par acquérir ce logiciel de par ton monopole pour rester sur du Windows par exemple, au bout d'un moment tu es obligé de te renouveler si tu veux vendre de nouveaux logiciels en fait. Donc aujourd'hui, ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est que on ne fait pas de différenciation notamment entre ce qu'on appelle les mises à jour de sécurité, des correctifs, parce qu'il y en a, hein, il y a toujours, et forcément il y en aura toujours, et les mises à jour fonctionnelles. Et c'est là où c'est très pénalisant, c'est que quand on fait les mises à jour, on vient rajouter beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'utilité, et c'est ça qui finit par essouffler les terminaux, parce qu'encore une fois, quand on change nos équipements, bien sûr, depuis le début, on dit que c'est le mal, hein, on ne l'oublie pas, hein, c'est 70 à 80% des impacts environnementaux du numérique aujourd'hui, la fabrication de nos équipements. Mais souvent, on le change pour de mauvaises raisons en plus, parce qu'un équipement qui rame, c'est pas un équipement qui est cassé, c'est juste un truc qui est saturé, et bien souvent saturé pour la partie logicielle. Donc, la balance, elle est pas facile à trouver parce qu'aujourd'hui, on a des modèles économiques qui sont basés sur la vente d'appareils, la vente de licences, la vente de logiciels. Et donc, pour faire tourner tout ça, tu es obligé d'en donner toujours
plus, en fait. Et c'est sûr que si on avait été plus dans une logique d'éco-conception, ce qu'on aurait fait, c'est que... Alors ça veut pas dire que quand on fait de l'éco-conception, on fait juste du premier coup, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on aurait peut-être réfléchi différemment en se disant, on va concevoir des choses qui sont faites pour durer, et on va faire en sorte d'avoir des choses, des socles qui soient très solides en fait, qui puissent durer dans le temps, qu'on pourra faire évoluer, qu'on pourra maintenir, sans avoir à tout remettre en question à chaque fois. Là, en fait, quand on est, c'est pas un mal de devoir faire une refonte complète d'un service numérique, par exemple. Mais c'est vrai que si on avait pu l'éviter et juste faire autrement, pour pouvoir grandir avec ce qu'on avait fait, en ayant déjà un socle fonctionnel qui soit assez stable et qui soit assez efficace pour ça, ça aurait pu être aussi intéressant, quoi. Et là, c'est ce qu'on fait pas. On a tendance à balayer un peu trop vite les choses. Euh, on parle beaucoup de métavers, hein, ces derniers temps. On parle des équipements qui sont nécessaires. Et moi, je trouve ça franchement délirant, en fait, d'entendre parler de ces équipements-là qui ne sont pas à la pointe, qui sont encore sur le banc d'essai. Et en fait, on balance des paires de lunettes V1, V2, V3, qui ont une durée de vie qui est très faible, en fait, parce que tout simplement, elles ne sont pas du tout abouties et qu'on préfère produire des choses rapidement pour couvrir des parts de marché risibles avec des trucs qui n'ont franchement peut-être, ça dépendra après des intérêts de chacun, mais qui pour moi n'ont franchement que très peu de valeur ajoutée. Mais le fait est qu'on cumule en fait tous ces équipements et ils ont, de par leur conception, une durée de vie très faible parce qu'ils sont dépassés hyper vite vu qu'on n'a aucun recul sur ce qu'on est en train de faire. La voiture électrique, c'est pareil. La voiture électrique, alors déjà, on fait des batteries, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Il y a tout un sujet sur le nucléaire, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est pareil. On a commencé avec des générations de voitures qui avaient des autonomies très faibles pour aller plus loin ensuite. Et l'idée, c'est de se dire, pourquoi à chaque étape, on est obligé d'avoir des livrables pour avoir ces étapes du progrès, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas juste réduire le nombre d'étapes intermédiaires et plutôt produire des déchets, des choses qui clairement vont avoir une durée de vie qui sera très limitée, qui ne seront jamais rentabilisées d'un point de vue environnemental? Pourquoi on ne pourrait pas plutôt capitaliser sur cette expertise-là et produire des livrables un peu plus espacés, en fait? Et pour le coup, c'est intéressant parce que la logique startup est complètement en opposition avec ça. Parce qu'il faut créer un premier produit vite, aller chercher son marché. Donc déjà, créer un premier produit vite, ce qui implique de le faire d'une manière qui ne sera pas forcément pérenne, avec des outils qui seront pas forcément proportionnés d'ailleurs, mais en tout cas qui faciliteront le développement. Donc on peut penser à plein d'outils. Tu parlais de CMS tout à l'heure, on peut penser du no-code ou plein d'outils aujourd'hui, par des personnes qui d'ailleurs ne connaissent pas forcément le sujet parce que ils connaissent leur marché, ils connaissent en fonction des segments et de comment ils se positionnent dans l'entreprise, mais c'est pas en tout cas eux qui forcément connaissent la technique. Donc déjà, rien que cette étape de MVP, en fait, elle va en opposition un petit peu avec cette logique-là. Et puis après, derrière, c'est pas rare, moi, que je vois dans des entreprises qui changent deux, trois fois de technologie dans leur vie. Et c'est, quand je parle de vie de start-up, c'est maximum 8 ans. Mais c'est intéressant parce que cette logique de start-up on parle de plus en plus de numérique responsable, mais d'un autre côté, il y a d'autres dimensions qui sont bien plus fortes, je trouve, sur l'évolution du monde de la tech avec le no-code, où il y a de plus en plus d'abstraction, on en parlait tout à l'heure, sur des outils. Il y a de plus en plus de personnes qui font aussi des sites ou pour tout, en fait, parce que c'est facile de faire aussi un site web pour soi, pour n'importe quelle activité qu'on puisse faire. Aujourd'hui, c'est très simple. Bon, pas forcément pour tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est de plus en plus simple, de plus en plus accessible de ce côté-là. Mais en même temps, du coup, ça nuit complètement à cette autre dynamique de responsabilité sociétale, environnementale. Il ne faut pas forcément les opposer, en fait. Il y a des vraies avancées, on l'a dit, hein, le fait de donner de l'exploitation numérique à des gens qui n'ont pas forcément les compétences de le faire, c'est intéressant parce que aujourd'hui, le web, c'est quelque chose qui se veut ouvert et ça n'a pas à être réservé à juste des gens qui sont peut-être plus techniques ou qui ont fait des choix de carrière ou qui sont peut-être plus geeks que d'autres, comme l'était à l'époque le numérique, hein. Il y a, en fait, moi, pour moi, ce qui pose problème, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est l'excès. En fait, c'est l'excès qui est jamais bon.
on peut utiliser du WordPress de temps en temps qui peut se rapprocher d'un outil no-code. Et oui, on sait que ces outils-là, c'est des outils qui vont gérer plein de cas de figure par défaut, qui vont embarquer plein de choses, très certainement plus de fonctionnalités que nécessaire, et donc ça va être un couteau suisse, alors qu'en fait, on aurait peut-être juste pu se servir d'un Opinel. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais la question, c'est de dire, ok, ça va. Là où c'est embêtant, c'est que ça ne devrait pas servir à autant de gens, parce qu'il y a des gens qui sont réellement compétents techniquement ou qui ont la capacité à avoir ces compétences-là et qui par facilité s'orientent vers des outils qui pour le coup leur mâchent le travail alors qu'ils pourraient faire mieux et autrement. Et en fait, il est là, c'est cet excès en fait dans le choix des technologies qu'on fait d'aller vers toujours plus de facilité alors que la facilité en fait elle devrait être réservée aux gens qui en ont vraiment besoin et là, elle serait admissible. De la même manière, on parlait tout à l'heure de nos faiblesses du point de vue alimentaire avec le chocolat ou ce genre de choses. En fait, moi, avec le temps, j'avais beaucoup de mal au début, mais maintenant, ça va un petit peu mieux avec ça. Je sais que je suis pas parfait, mais je fais déjà beaucoup d'efforts en fait. Et il faut pas se culpabiliser justement, des fois de faire un pas de travers ou alors que autour de toi, autour de moi, autour de nous, il y a des gens qui franchement sont complètement et qui eux ne font aucun effort. Donc si nous on fait déjà 90% des efforts, on a le droit de temps en temps aussi de pas se culpabiliser et d'avoir 10% d'erreurs et de faire autre chose. Et donc ça peut faire un parallèle avec ce que je viens de dire, c'est ces 10% là, ils ont le droit d'utiliser, en fait, c'est des gens qui ont le droit d'utiliser du no-code, qui ont le droit d'utiliser du WordPress, qui ont le droit de faire, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, hein, de la merde, même si c'est pas volontaire, mais c'est juste de la méconnaissance, c'est parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue technique. Parce que c'est pas visible aussi. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si ces personnes-là n'ont pas le choix, mais par contre, toutes les autres qui ont le choix, qui ont la possibilité d'avoir ce choix-là, ces personnes-là, elles doivent faire un effort pour faire le métier qui est le leur, en fait. Aujourd'hui, il n'est pas normal de payer des développeurs qui sont en fait juste des gens qui assemblent des briques d'un WordPress. Enfin, c'est pas cool pour le client qui est derrière, en fait, qui pense payer une expertise, alors qu'en fait, c'est, c'est- j'en perds mes mots. Ouais, Ça devient tendance par moment, enfin en tout cas ouais, ça commence à devenir un sujet, donc ça peut devenir tendance de faire de l'éco-conception ou en tout cas de se revendiquer comme étant plus green que les autres. Mais alors justement, je pense que ça, faut faire effectivement très attention à ça. Et je pense qu'à mon avis, pour éviter ce phénomène de greenwashing, il faut, si on veut communiquer dessus, il faut que ce soit sincère. Il faut que l'approche soit cohérente aussi par rapport à sa marque, par rapport à son produit. Voilà, si on fait quelque chose qui a strictement rien à voir ou qui par ailleurs est très polluant, on aura beau faire des sites éco-conçus, ça changera pas le problème, quoi. Donc typiquement, enfin après c'est souvent facile on dit que c'est souvent facile de taper sur les GAFA, etc. Mais un Amazon qui se revendique comme étant vertueux ou qui fait des efforts sur ses entrepôts parce qu'ils mettent des panneaux solaires sur les entrepôts, enfin ils génèrent tellement d'impact négatif par ailleurs qu'ils auront beau faire tout ce qu'ils voudront. Et s'ils essaient de faire de l'éco-conception, je crois qu'ils sont pas du tout là-dedans, mais s'ils essaient d'en faire, en tout cas sur leur site Amazon.fr ou Amazon directement site e-commerce, je pense pas qu'ils fassent d'efforts, mais s'ils en faisaient, ce serait ridicule et je pense qu'ils se feraient défoncer directement. Parce que c'est pas cohérent et parce que par ailleurs, ça ne compensera jamais tous les efforts et tous les effets négatifs du modèle. À côté de ça, sur leur version cloud, AWS, là, ils essayent d'améliorer les choses, d'améliorer la performance de leur serveur. Là-dessus, ils essaient d'agir un peu. Mais on est toujours à la limite je communique dessus, donc j'en profite pour verdir mon image, alors que par ailleurs, je fais plein de choses dégueulasses. Donc ça va, effectivement, il faut faire très attention à ça. Encore une fois, pour moi, ça doit être une démarche sincère. Je reprends l'exemple de Mythic, qui par ailleurs n'a pas du tout une vocation à être vertueux ou à faire quelque chose qui est positif pour l'environnement ou autre. C'est pas du tout leur métier, ça ne le sera jamais. Et la démarche qu'ils ont commencé à lancer, c'est sincère, c'est en interne, et pour l'instant, ils communiquent quasiment pas dessus. Donc ça montre aussi que justement, c'est pas du greenwashing parce qu'ils font pas de la récupération là-dessus. Très très vite, c'est sur le côté MVP dont on parlait tout à l'heure, Marie. Effectivement, tu les opposais. Moi, je trouve que alors oui, ça peut être négatif dans le sens où on va finalement, une logique de MVP, donc minimum viable product. Souvent on se dit, un vrai MVP, on doit être prêt à le jeter. Donc ça veut dire que potentiellement on peut créer du déchet numérique.
Mais en même temps, si ça nous permet d'apprendre des choses et de corriger beaucoup plus rapidement le tir pour aller vers la bonne solution, et en même temps, l'approche de MVP, c'est quand même se concentrer sur l'essentiel et normalement ce qui est censé apporter le plus d'impact, pour moi, ça, pour le coup, c'est intéressant et c'est vertueux et ça va dans le sens de ne pas faire trop de gras et de ne pas faire n'importe quoi et d'essayer de viser l'efficacité. Quoi. Voilà, je voulais juste finir là-dessus. Moi, le MVP, l'approche less is more, j'y crois vraiment. C'est un truc, je peux me le tatouer sur le bras presque parce que pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà avant même de m'intéresser au sujet de l'éco-conception et je trouve que c'est dans la même lignée et ça se rejoint complètement, quoi. Non, mais ça montre bien qu'un même concept aussi peut servir derrière quand on a la démarche qui va avec et la logique qui va avec à servir justement la bonne cause entre guillemets, parce que on a autant de bonnes causes que de gens, mais merci d'avoir rebondi dessus. Ouais. Une fois on arrive vers la conclusion. Déjà, merci beaucoup parce que personnellement, j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant. Mais avant de se quitter, on a un petit challenge quand même à vous proposer. Si vous aviez un conseil à donner à un futur PM ou alors à un futur, peut-être un profil technique. Je resterai sur mon mantra à moi qui est le less is more. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous.